Des spaghettis au foie, une trace de bronzage et un mini-mulet, bienvenue dans le film le plus. Salut à tous, bienvenue dans le film le plus, podcast ciné qui nous permet de découvrir ou de redécouvrir certains films, qu'ils soient bons ou mauvais. Comme d'habitude. Bonjour. Je pense qu'il faudra peut-être mettre un disclaimer, attention à l'abus d'alcool. Oui, comme d'hab. Comme d'habitude, le mec me coupe d'entrée. Je suis accompagné de mes fidèles acolytes. C'est nous. Et on nous voit. Aurel, évidemment. Coucou, peut-être. Alex. Moi Pierre, le host de l'émission, et aujourd'hui thème spécial, du coup invité spécial, invité exceptionnel en la personne de Jazz, de High Kick dans ton podcast. Salut Jazz. Salut les gars, comment vous allez? Ça va très bien. Ça va. Et toi, la forme? Bah ouais, super, impeccable. On va parler de Vigilante ou autre, donc moi ça me va, parfait. Et ouais, c'est une très bonne nouvelle. Je sais que c'est un thème qui te tient à cœur. T'as été balancé par ton camarade Seb sur le sujet. D'ailleurs, est-ce que quel enfoiré celui-là. Ouais, mais je pense que tout va bien se passer. Est-ce que du coup tu peux peut-être nous présenter qui tu es et ton podcast pour ceux qui ne le connaîtraient pas? Et bah carrément, moi c'est Jazz, le co-host de Hiking dans ton podcast, le podcast qui met les pieds où il veut et c'est souvent dans les oreilles. Et tous les une fois par semaine on nous écoute tous les mercredis, donc soit via le format Hiking dans ton podcast où on présente un film et puis plus particulièrement une scène emblématique qui peut sauver un film, voilà, d'arts martiaux. Et puis aussi, on a un autre format, c'est le High Kick dans tes films préf, où on reçoit un invité qui nous présente ses 3 films d'arts martiaux préférés. Très bien. Ouais, donc Aurel. Moi j'adore. Je suis fan. Aurel a été récemment invité, donc il a pu. Parce que souvent on le bride un peu dans cette émission, ouais. C'est-à-dire qu'il veut toujours nous faire des films. Dans le bride, il nous force pas mal aussi. Hein. On fait ce qu'on peut pour parler un peu de cinéma, quoi. Ouais, on essaie de balayer tous les genres. On sort quand même d'un épisode sur Cédric Clapiche. Il y avait de l'action au moment, il a couru. Il court pas très vite en plus, alors c'est même pas... Mais c'est vrai que t'as un petit peu souffert. J'ai un peu souffert, mais c'est fait. Est-ce qu'on passerait pas à la rubrique des auditeurs? Est-ce que les auditeurs... Attends, t'as même pas présenter le principe de l'émission et le thème. C'est vrai, je manque à mes obligations. Alors, comme à chaque fois, nous avons sélectionné un thème, 3 films qui s'y rattachent. Nous allons les confronter selon les différents critères habituels, donc à savoir le scénario, la réalisation, le jeu d'acteur, plus une catégorie bonus. Cette fois, on l'a déjà défini, donc c'est parfait. Donc là, on est vraiment carré. Il y a que Jazz qui la connaît pas. C'est ça. À la fin de l'émission, nous devons déterminer quel est le film le plus, et aujourd'hui, nous voulons savoir quel est le film le plus vigilante. On n'a pas dit Vengeur? Le film le plus vengeur, voilà. Il faut arrêter de prendre les auditeurs pour des cons, ils savent très bien ce que c'est. On a affaire à des experts quand même. Voilà. Du coup, on choisira le titre comme d'habitude après aussi l'émission. C'est ça. Mais effectivement, on va parler. Du coup, Pierrot, qu'est-ce qu'un film vengeur ou vigilante? Eh bien, c'est un genre de film dans lequel le protagoniste principal va faire de l'autodéfense en fait. L'autojustice, considérant que la justice ne fait pas son travail, il va le faire à sa place. Une sorte de Batman en devenir. Oui, bon, là on verra que c'est un petit peu différent, on est un petit peu loin de ça quand même. Un petit peu. Et du coup, on pose toujours la question, quel film vous auriez choisi, vous, dans le thème donc j'ai bien mis Vigilante sur Instagram. Comme à son habitude, notre fidèle Cube m'a envoyé un long message pour me dire, en gros, j'aurais choisi Le Vieux Fusil pour être un peu franchouillard. Et si mon premier choix est pas validé, j'aurais choisi Death Sentence de James Wan. On verra s'il saura être contenté. Autre réponse, un certain Seb de High Kick dans ton podcast. Je sais pas si vous connaissez. Je le connais pas du tout. Ouais. Un petit nouveau parmi nos auditeurs, qui nous proposait Equalizer. Tout comme un certain Gino Marto, bien connu de chez nous également. Et puis on a un certain Jonathan Croustichot, qui devient un habitué aussi de l'émission, qui nous proposait attention, voisin vigilant avec Franck de la Personne. Je ne connais pas ce film. Est-ce que c'est un vrai film? Non, mais c'est un film qui aurait pu avoir, qui faisait sens. J'allais dire, ça aurait été fort quand même qu'il ait vraiment fait ce film compte tenu de la personne.
j'ai envie de vous dire. Très bien. Pardon. Jazz, quel est ton... On en a parlé très très rapidement, mais quel est toi ton rapport au film de vengeance Bah moi ça commence petit avec les man movies et les impacts quand je vois Charles Bronson en couverture et même des doubles pages ou des quadruples pages sur Dead Switch, et là je me dis waouh, ça va être incroyable. Et aussi cette comment dire cette frustration quand on est petit et qu'on voit la bande-annonce du justicier Bradley Dealer, et on voit que c'est un talent de 16 ans et qu'on n'a pas le droit de le regarder, et on se dit ah, j'ai loupé quelque chose. Je pense que là il faut que je m'en rattrape. Et pour le coup c'est des films en fait que j'apprécie. En fait, quand il y a une histoire de vengeance, j'aime beaucoup parce que généralement le gentil gagne à la fin, ça c'est sûr. Et j'aime bien quand vraiment le crime est horrible et qu'on voit en fait la haine dans le regard du héros, et on se dit alors là ça va bien saigner, et généralement pour les méchants. Cool, ouais, c'est plutôt cool. Ouais. Il y a ce côté un peu satisfaction coupable, oui. puisque on peut pas se rendre justice soi-même, on a tous une morale à minima, mais du coup le fait que ce soit une œuvre de fiction, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, un petit côté salvateur et un peu d'exutoire pour un exutoire, exactement, ouais, exactement, c'est une forme de plaisir coupable, ce genre de film. Je te rejoins vraiment. Et après c'est surtout un genre qui a amené plein de sous-genres en fait, parce que là on est plutôt... On a axé notre sélection sur finalement une personne lambda qui se retrouve face à un drame et qui décide de se venger lui-même. Mais on a tout un sous-genre où on a des flics borderline qui vont se faire une justice expéditive. L'inspecteur Harry, par exemple. Ouais, l'inspecteur Harry. On a Jazz en off m'avait parlé de Échec et mort. Avec Steven Seagal, c'est un peu le cas aussi. Après, t'as le sous-genre du rape and revenge, où là, on a énormément de films là-dessus. Il y a, je pense notamment à I Spit on Your Grave. Est-ce que le chien de paille, ça marche? Chien de paille, on est entre les deux. Ça aurait pu aussi faire partie de notre sélection. Mais effectivement, l'acte fondateur, c'est uniquement un viol, là, en l'occurrence dans Chien de paille. Donc oui, on peut dire que c'est un rape and revenge. Il y en a toute une palanquée. Hein. Il y a comment ça s'appelle, le film de Coralie Farja, Revenge aussi. Revenge, ça. Totalement. Ouais. Donc on a The Crow qui est aussi effectivement. Et Taken, parce qu'au début, moi naïvement, j'ai proposé Taken. C'est une forme de vigilance. C'est une forme, ouais. Oui. On sent un poil de mépris envers le film de Pierre Morel. Il y a aucun mépris, Ah non, alors j'adore Pierre Morel. Je trouve que c'est un des réalisateurs de la firme Besson qui pour moi c'est mieux tenir une caméra. C'est déjà pas mal. On peut quand même. Hein. On peut lui rendre ça. Voilà, parce qu'après derrière les suites c'est Olivier Mégaton. Et je sais ton amour pour Olivier Mégaton. Ah, je l'adore. J'ai hâte qu'il vienne dans le podcast un jour. Franchement, ça serait stylé. Un high-kick dans tes films préf avec Olivier Mégaton. Il faut pas qu'il écoute vos épisodes d'avant, mais non. Ça peut le faire, quoi. C'est ça. Pour commencer les émissions, on fait toujours un petit jeu, un petit quiz. Donc j'ai préparé un petit quelque chose. Je vais vous raconter une petite histoire et vous allez devoir déterminer si cette histoire est réelle. Donc ce sont des histoires d'auto-justice. Est-ce que cette histoire est réelle ou est-ce que c'est le pitch d'un film? Donc vous allez devoir déterminer en fonction de ce que je vais dire. Je vais mettre en mode Trani raconte. Vas-y. Nous sommes en 1981 à Skidmore dans le Missouri. Ken McElroy, libéré sous caution suite à son appel dans le cadre d'une accusation pour tentative de meurtre et après avoir échappé à 21 inculpations différentes, se rend dans le bar local armé d'un fusil dans le but de s'en prendre à la victime présumée. Le lendemain, assis au volant de sa camionnette aux côtés de son épouse, il est abattu en plein jour par au moins 2 tireurs différents devant une foule d'une 40aine de personnes. Mais l'enquête du shérif Estes et l'investigation du journaliste Steve Bauer n'aboutissent à rien, aucun témoin n'est en mesure d'identifier le tireur. C'est un fait divers pour moi. Je dirais que c'est vrai parce que t'as buté sur les noms propres. Et si tu l'avais inventé, moi c'est vraiment comme ça. Hein. Je fonctionne par évidence. Je pas forcément inventé ça, je peux prendre aussi des pitchs de films. Ah oui, c'est vrai, putain. T'as suivi Oui, pardon. Donc Alex dit fait divers, Pierrot. Je dirais fait divers aussi. Jazz.
Moi, je dirais fait divers, mais t'as Steve Bauer, ça sonne trop comme un nom d'acteur. C'est vrai que ça claque, c'est vrai que ça claque ouais. pas mal. Ouais. Alors c'est Mais je dirais fait divers, ouais. Steve Bouher, B2OHER. C'est effectivement un fait divers, d'un village qui s'est rebellé contre un bully, en fait, quelque part, le malfrat du village, et donc il l'a tué, et personne ne s'est jamais dénoncé. Donc la femme de McElroy va tenter une action en justice pour homicide involontaire contre la ville de Skidmore. Ça va se solver par un accord amiable à hauteur de $17 600. Et personne n'avouera jamais qui était le tireur. Ça a fait l'objet d'un livre en 88 et d'un téléfilm en 91 qui s'appelle In a Broad Daylight. Donc c'était effectivement un fait divers. Deuxième proposition, 1984, Bâton Rouge, États-Unis. Le jeune Jody Plauché, 11 ans, est enlevé et abusé sexuellement par son entraîneur de karaté, un certain Jeff Doucet. Alors que ce dernier est emmené par la police pour être jugé, Gary, le père de Jody, caché dans une cabine téléphonique, abat le tortionnaire de son fils à bout portant, le tout devant les caméras de télévision. Ça, c'est un film, ça. Un téléfilm. Tu dis un téléfilm ? Un téléfilm. Un téléfilm, Jazz ? Un film, quoi. Ouais. Ça, Avec Chuck Norris. C'est une vieille série B. Ça, c'est une vieille série B. Bien je Chuck pense, Norris avec là-dedans. Ouais. Eh ben, c'est une histoire vraie. C'est pas avec les Ah, c'est une histoire. Oh la C'est vache. une histoire vraie. Et donc Gary, il a pris 7 ans de prison avec sursis, 5 ans de mise à l'épreuve et 300 heures de travaux d'intérêt général. C'est-à-dire qu'ils ont été ultra cléments avec lui compte tenu des circonstances. Et il est décédé en 2014 d'un AVC à l'âge de 68 ans. Et son fils a écrit un bouquin sur le sujet. Donc, quelle histoire ? quelle histoire, qu'à vous dire. Troisième proposition. Nous sommes en 2008. Kim Mills, une jeune américaine de 17 ans, s'envole pour Paris pour assister à un concert de U2. Sur place, des mauvaises rencontres l'entraînent dans un appartement parisien d'où elle sera enlevée. C'était Dans quel un premier temps, d'écrire son ravisseur au téléphone à son père Brian. Celui-ci s'avérant être un ancien membre des forces spéciales et agent de la CIA à la retraite, il s'engage dans une vendetta meurtrière contre la mafia albanaise. Ça ferait un bon film. Ça ferait un ouais. super film français. Évidemment. Effectivement, donc Taken de Pierre Morel, écrit par Luc Besson, film qui a quand même rapporté $227 millions dans le monde pour un budget de 25. Mais c'est quand même en dessous des deux films, des deux suites d'Olivier Mégaton. Ça a eu moins de succès que les deux suites. Donc c'est quand même la franchise la plus rentable du cinéma français. Ce qui est déjà pas mal. Ouais. Pif, Lucas. Ah, ça coûte pas cher d'écrire des Bah histoires oui. comme ça. Nous sommes en 1954, cette fois-ci, à Santa Rita do Sapucaí, au Brésil. Le petit Pedro Rodrigues Filho, né avec le crâne fracturé à la suite de coups infligés par son père à sa mère pendant sa grossesse. Des années plus tard, après avoir abattu un trafiquant de drogue, la femme qui partage sa vie se fait sauvagement assassiner. C'est alors qu'il se lance dans une série de tortures et d'exécutions dans le but de retrouver l'identité du gangster à l'origine du meurtre, sous le surnom Pedrinho Matador. Alors, Ça, c'est un film. c'est Ça. ouais, un film que j'ai pas vu. La Cité de Dieu, j'imagine. Non Ouais. Non. Un fait divers, allez. C'est effectivement un fait divers. C'est le serial killer qui a inspiré, a priori, Dexter. D'accord. Et qui, D'accord, ok. voilà, qui a quand même, on estime qu'il a tué entre 70 et 100 personnes, uniquement des criminels, dont son père qui avait quand même découpé sa mère à la machette. Donc il a tué son père et il a mangé son cœur, d'après la légende. Il va prendre une peine de prison à perpétuité. Il sera libéré en avril 2007 après 34 ans de prison, puis réenfermé entre 2011 et 2019. Et ensuite il va devenir youtubeur. Où il va donner des leçons de Il va morale. venir YouTube après. Au calme, d'accord, c'est Voilà. bien. Non mais et il est assassiné Avec le Mr. 5 Beast. mars 2023 à 68 ans. C'est une histoire assez rocambole. À dormir debout. Voilà. Incroyable. C'est fou, ce quand même. Ah non mais j'ai découvert des trucs. franchement, YouTubeur. C'est un truc. On part maintenant en 1976. Alors qu'il pique-nique tranquillement avec sa femme et ses enfants, Frank Catiglione et sa famille sont témoins d'un meurtre sur fond de crime organisé. Ils sont alors la cible des meurtriers et le père de famille sera le seul survivant à ce massacre. Après avoir retrouvé ses capacités, Frank va consacrer sa vie à utiliser sa formation militaire pour mener une croisade contre la pègre. Oh, ça The sent un Punisher. film. The Punisher, évidemment, c'est Frank Castle dans la version originale. Sans Donc, parler. paru pour la première fois dans le numéro 129 de The Amazing Spider-Man en février 1974. Alors, nous sommes en 2003 en Californie.
Après 7 années d'enquête, les agents de la DEA Sean Vetter et Demetrius X parviennent à faire arrêter Memo Lucero, figure importante du trafic de drogue sur la côte ouest américaine. Malgré cela, le trafic a continué et la femme de Sean est assassinée. Considérant cela comme des représailles, ce dernier se lance alors dans une guerre contre le cartel. Aucune idée. Un petit film. Un petit Ouais, film. film, ça fait scénario. Un petit film, Un homme à part, de F. Gary Gray, avec Vin Diesel, sorti en 2003. Avec un Vin Diesel qui essaye de pleurer d'ailleurs dans le film, mais pleurer comme un bonhomme. Un résultat un peu mitigé. Pleurer comme Charles Bronson, je veux dire. Non, on en reparlera. 44 milliards de recettes, Wow. petit succès pour un budget de 36. Prends ça, Avenger. Allez, je continue, il en reste 3. 22 décembre 84, New York. Bernard Götz se balade dans le métro armé d'un calibre 38, lui qui a été agressé et blessé 3 ans plus tôt en transportant de matériel hi-fi pour son entreprise. Il tire sur 4 jeunes afro-américains, sûrs de voir dans leur regard que ces derniers allaient lui faire la peau. Son surnom est alors sur toutes les bouches et toutes les unes de journaux, le Subway Vigilant. Oh, ça c'est un fait divers, ça. Ouais, Fait divers, oui. aussi, ouais. Effectivement, un fait divers qui a été assez retentissant à New York en 1984, et il finira par être acquitté de 12 des 13 chefs d'accusation retenus contre lui. Seule restera l'accusation de port d'armes prohibées. Donc il s'en sort. Et il s'en sort bien, ouais. Toujours en 1984, à Los Angeles, 2 sœurs lycéennes, Brenda et Heather qui est sourde-muette, manquent de se faire renverser par une bande de voyous roulant à pleine vitesse en décapotable. Par vengeance, elles volent la voiture, la remplissent de détritus avant de l'abandonner dans la rue. Mais l'histoire qui aurait pu s'arrêter là continue et les 4 loupards s'en prennent à Heather et la violent à tour de rôle avant de la laisser dans le coma. Brenda se lance alors dans une vendetta personnelle armée d'une arbalète et de pièges à ours achetés dans un magasin local. C'est La La Land. Film. C'est obligatoirement un piège à film. ours. Oui, c'est Les Rues de l'Enfer de Danny Steinman avec Linda Blair dans le rôle principal, que je vous avais proposé, j'avais mis dans la liste des bandes annonces. Ouais, mais non. Ça vous avait pas marqué. Dernière histoire. Nous sommes en 1880, dans le canton de Bidulph, dans le Haut-Canada. La famille Donnelly, des immigrés irlandais connus pour leur violence et de nombreux conflits commerciaux et personnels, sont la cible d'une bande de justiciers qui se fait appeler la Société de Vigilance. Dans la nuit du 3 au 4 février 1880, ces derniers vont répandre du mazout et mettre le feu à la demeure familiale, encerclant la maison pour attendre armés quiconque souhaite en sortir. C'est une histoire vraie et ça a lancé le Vigilant. C'est à vous de me dire. Histoire vraie. Ouais, pareil, en vrai, ouais. C'est effectivement une histoire vraie, l'histoire des Black Donnellys. Et après 3 procès, impossible d'identifier les auteurs des faits. Il y a pourtant un témoin qui va révéler exactement le nom de toutes les personnes présentes, mais comme il a 12 ans, personne ne va l'écouter. Donc pauvre petite Johnny O'Connor. Et c'est une histoire qui a eu des influences plutôt dans le monde de la chanson, mais qui a eu qu'un court-métrage en 2017 et jamais d'adaptation au cinéma. Donc voilà, dans la vie aussi, ça existe, l'autojustice, et c'est pas bien. Voilà, c'était ma phrase. Quel politicien. Votez pour moi. C'est un sacré pavé dans la mare. Alors, je crois qu'on a fait un peu de choses. Ouais. Bon, les gars, Écoutez, il est temps de plus que temps de passer à la presse des films. Une fois n'est pas coutume, c'est moi qui m'y colle. C'est rare. Pour une fois, ouais. Du coup, je vais vous parler un peu de la pierre angulaire du film de Vigilant. Je vais vous parler d'un justicier dans la ville, ou Death Wish, qui est un film américain réalisé par Michael Winner et sorti en 1974. Le film est adapté du roman Death Wish de Brian Garfield, sorti lui en 1972. Je pense qu'on reparlera peut-être du film un peu plus tard dans l'émission. C'est le premier film de la société Dino De Laurentiis Company aux États-Unis, car à la suite de la faillite de son studio italien Don Dinocita. Est-ce qu'il y a un rapport avec ton personnage Mais Dino De Laurentiis, surtout, c'est président du club de Naples. C'est son fils, Son fils, ouais. Aurelio.
Foot. Toujours référence. C'est ça, j'ai- À l'émission, c'est une tradition, il y a toujours un mot de foot. Petite référence. Du coup, je passe toujours pour un con. J'ai pas compris. Donc Dino De Laurentiis va placer son nouveau studio aux États-Unis au début des années 70. Savoir son studio produira entre autres Flash Gordon, Conan le Barbare, Dune de David Lynch, le Barbare, Je connaissais pas celui-là. Evil Dead 3 par exemple, ou le premier film des sœurs Wachowski, Bond, avant Matrix. Dans les années 90, c'est un peu la débandade et il retrouvera le succès dans les Tu veux années dire qu'il 2000. est bound? Ouais, la débandade. Ah là, je vais rester de mon côté. hein. Je l'avais pas écrit, pourtant c'est pas mal. Attends, Et dans les années 2000, il reconnaîtra le succès grâce aux suites du Silence des Agneaux avec Hannibal, Dragon Rouge ou Hannibal Lecter, Les Origines du Mal. Pour le film dont on parle, Un justicier dans la ville, au début c'était Sidney Lumet qui devait réaliser, mais il se retirait pour aller faire Serpico. Finalement, c'est United Artists choisit Michael Winner en raison de son palmarès dans les films d'action violents et bruts. Au casting du justicier, on retrouve Charles Bronson, icône du cinéma américain des westerns des années 60. Il avait tourné dans Les 7 mercenaires, Les 12 salopards, Il était une fois dans l'Ouest. Mais c'est le plus célèbre des Indiens alors qu'il est quand même d'origine lituanienne. Donc un sacré, un beau grand écart. Charles Bronson deviendra grâce à ce film une une icône du film d'action. On avait aussi Steve McQueen, Clint Eastwood, Frank Sinatra, ou même Elvis Presley qui avait été pressenti pour le rôle. putain, le truc. Ah, ça a été trop cool, Elvis Presley, Ouais. dans ce Et rôle-là. surtout à l'époque où il était bien en surpoids, ça aurait Voilà, été c'est ouais. Le scénario au départ est fidèle au roman. Il décrivait un justicier comme un comptable docile. Et Bronson dit que c'était pas trop adapté pour lui. Il aurait plus vu Dustin Hoffman ou quelqu'un dans cette trempe. Quelqu'un qui sait jouer. Ouais. Pour incarner un personnage un peu plus faible. Parce que Bronson, c'est un Ouais, bonhomme. C'est quoi. un bonhomme. On retrouve aussi au casting Vincent Gardenia qui interprète le très enrhumé inspecteur Frank Ochoa. Ou encore le premier rôle au cinéma pour Jeff Goldblum qui va agresser la femme et la fille de Bronson. À sa sortie, le film fut critiqué pour son soutien apparent au vigilantisme, alors que le roman lui dénonçait prétendument le vigilantisme. Malgré tout, le film connaît son succès avec le public américain, sachant que la criminalité était en hausse dans les années 70, notamment à New York. C'était un peu la ville malfamée qui a été après bien remise au niveau dans les années 90. Je l'ai nettoyé. Ouais. Avec un budget d'environ 3,7 millions, il remportera plus de 20 millions. Du coup, le film pourra se décliner en saga composée de 5 films, avec Un justicier dans la ville 2, toujours réalisé par Michael Winner, Le justicier de New York, toujours par Michael Winner, Le justicier braque des dealers, j'aime bien le nom de celui-là, ou Le justicier ultimate combat. Alors le 5 c'est compliqué parce qu'il est sorti alors qu'il a 73 ans, Charles Bronson. Ouais, il est en Donc fauteuil roulant. il a plus de jus là. Ouais. C'est ça. plus chez De Laurentiis en plus, c'est la Canon qui les sort les suites. C'est la Canon, ouais, c'est Ouais. la Canon. À partir du 2, ouais. Et un remake en 2016 avec Bruce Willis, la direction d'Eli Roth sortira. Voilà. Voilà. Et de quoi ça parle là, du coup Ça parle de quoi? Après l'agression de sa femme et de sa fille par des voyous, Paul Kersey, un architecte sans histoire, va partir en quête de vengeance, devenant un justicier dans la ville. J'aime bien parce que tous nos scénarios vont se ressembler un petit peu. C'est C'est pour ça vraiment... qu'on va faire court sur les scénars, on va se répéter. alors pour moi ce film, j'en avais beaucoup entendu parler, mais je l'avais jamais vu. C'est toi qui as insisté pour qu'on en parle. Oui, d'ailleurs. parce que en fait j'ai regardé, pour être franc, la chaîne Versus sur YouTube qui parlait d'un film français avec, je sais plus son prénom, enfin bref, un film des années 80 qui parlait de l'abolition de la peine de mort, et du coup il revenait sur le film de Vigilante. Et donc il parlait d'un justicier dans la ville, et je me suis dit c'est vrai que je l'ai jamais vu, et pourtant on en a quand même je pense qu'il y a un truc collectif on voit Charles Bronson avec son flingue dans New York. Enfin il y a vraiment un truc de la culture de cinéphile qui fait que on voit quoi ça ressemble. Ouais, sans l'avoir vu, on sait de quoi ça parle. Ouais. Et du coup, ça m'intriguait. Ça faisait longtemps que je voulais le voir, et bon, voilà, c'était l'occasion. Je m'attendais à un film vraiment bourrin, un peu l'apologie de la violence et tout ça. Et au final, j'ai été surpris par l'ambiguïté du personnage. Au début du film, en fait, je trouve que ça commence avec un mec qui est avec sa femme à la plage et tout ça. Bon, tu comprends vite que c'est pour essayer de nous faire un peu nous attendrir et tout ça. Et puis après, bon, il se passe ce qui se passe avec Jeff Goldblum qui fracasse. Et encore, je trouve que c'est gentil comparé aux autres. Ouais. C'est le plus soft.
Donc, et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que cet architecte, il a pas l'air très impacté à l'enterrement de sa femme. Hein. Il le vit plutôt bien, j'ai l'impression. Et c'est son patron qui va lui dire de prendre des vacances, de partir bosser en Arizona. Et en fait, j'ai trouvé tout ce passage-là, c'est un peu le moment charnière du film où on en apprend beaucoup plus sur Charles Bronson, sur son passé. Qui était quelqu'un qui a fait la guerre mais qui était objecteur de conscience, qui avait manipulé des armes quand il était enfant avec son père qui était chasseur. Et en fait il va un peu vriller parce qu'il va partir du coup en Arizona aller visiter une ville où il y a une représentation de western et il va voir les cow-boys qui se font un peu justice eux-mêmes et du coup ça fait aussi un écho parce qu'on en a pas parlé mais dans ces films-là de Vigilante, il y a aussi les films de western qu'on peut aussi apparenter un peu à ce type-là. Ouais. Et dans lesquels jouait Charles Bronson. Oui, en plus de ça, ouais. Donc c'est des sortes de western urbains, quoi, la Vigilante. C'est ça. Et donc à partir de ce moment-là, son retour, et du coup, il va aussi récupérer un flingue par son ami qui était en Arizona. Parce que c'est bien connu aux États-Unis, quand tu voyages en cadeau, on t'offre. Ouais. Et surtout qu'en Arizona, c'est légal d'avoir une arme. Par contre, dans l'État de New York, c'est pas légal. Et il se retrouve avec ça. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est tu vois un peu la psychologie, même si faut avouer que Charles Bronson c'est pas le meilleur acteur. Il est assez neutre dans sa manière de jouer, mais c'est la mise en scène et tout ça. Je trouve que on le voit un peu galérer. Il est pas franc, même si tu vois, il cache son flingue, il tire, après il part vite. Il y a un côté très j'ai rien fait. Il y a une progression. Ouais, et puis tu vois, il vomit dans son premier meurtre, voilà. Et après il commence à s'habituer à. Au début, Bronson. Après, il déguste. Hein. Ouais. Après, il est content. Hein. Sauf à la. Bronson au début gros fragile, on peut le dire. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut le dire en ces termes. Ouais. Après, gros kiff. Ouais, c'est son nouveau kiff. Mais il y a un côté un peu schizophrène au début du perso, je trouve. Où il sait pas trop si c'est bien, si c'est moral et tout. Et au fur et à mesure que le film avance, il y a juste quand il va choper le dernier voyou, où il est en haut d'un escalier et il demande au voyou de sortir son arme, comme s'il devait, pour essayer de le tuer, d'abord être en une sorte de justification. Et puis ce qui est connu aussi, c'est la toute fin du film, où finalement il quitte après une histoire de policier, il doit quitter la ville et il arrive c'est à Chicago, hein, c'est ça? Ouais. Et là il voit encore des voyous dans la gare. C'est pire que ça, il voit des hippies. Ouais, des hippies, ouais. Et il regarde la caméra et puis avec sa main il fait le geste d'un pistolet. En regardant la caméra, c'est comme si ça validait le fait que maintenant ça y est, c'est devenu un tueur qui pourra valider les suites que j'ai pas vu du coup, mais qui pour moi sont vraiment de rentrer dans l'extrême du gros cliché du justicier bourrin qui est moins moral, qui fait des choses juste parce que voilà. Ouais. Donc ce film, en fait j'ai vu ça un peu, attention je vais peut-être choquer des gens, un peu comme un Rambo 1, dans le sens où le Rambo 1 c'est pas du tout un film bourrin où il va aller massacrer des tonnes d'asiatiques. C'est un mec qui galère et qui a un trauma de la guerre. Et là, je le vois un peu comme ça. C'est une sorte de base assez solide pour après développer un univers, une saga qui va partir en couille. Ouais. Et toi, Jazz, du coup. On va peut-être le garder pour la fin, tu vois. De quoi? Que Jazz, on peut le dire, il les a tous vus. Il va peut-être nous faire une petite expertise des suites à la fin. On va peut-être demander à Jazz de le faire en dernier, comme très ça. Bien. Tu peux donne-nous ton avis du coup. Mon avis c'est un peu comme Jazz, comme tu l'as dit tout à l'heure. Lorsque ça passait à la télé, t'avais le logo moins de 16. Donc mes parents c'était rédhibitoire, c'est ciao. Et ça passait souvent en deuxième partie de soirée. Ouais. Sur France 3. Hein, curieusement, c'était des trucs totalement à l'aise. Et alors j'ai trouvé on a beaucoup traité les films des années 70 quand même dans l'émission, et donc j'étais assez peu surpris de voir le côté cru de la scène cul nu avec la bombe de peinture qui est ultra rude. Elle est très très rude. Par contre, vu que c'est Jeff Goldblum, je suis moins impacté. Donc Goldblum en thug, j'y crois moyen, tu vois. Ouais, c'est ça. À l'époque, ça devait être plus crédible que c'est vrai que maintenant. Mais non, sinon très très cru et beaucoup moins dans le divertissement en fait, dans le divertissement que les autres films ont proposé. Il y a malgré tout quand même une mini étude psychologique du personnage. Et moi, je trouve que Bronson,
il y a pas plus charismatique que Bronson. Déjà dans les westerns, ce regard plissé, en fait, il en fait très peu. Je disais à Aurel dans la voiture tout à l'heure, c'est une sorte de Ryan Gosling de l'époque. Ouais. L'œil bouge à peine, mais t'as compris ce qui se passait à l'intérieur du mec. Donc voilà, pour les fans de Bronson, c'est terrible ce que je viens de dire. Mais c'est vraiment comme ça que je le vois. Ils sont tous morts. C'est un acteur minimaliste, mais c'était que les oncles de la famille qui étaient fans de Bronson. Mais je trouve ça vachement bien. Par contre, le film se veut quand même très sérieux, hein, mais il y a le personnage de Vincent Gardenia qui apporte un truc humoristique qui est presque hors sujet, parce qu'il est très théâtral. Le Bernard Farcy de... Oui, c'est un peu ça. Ouais, donc c'est lui qui fait le commissaire, qui traque du coup le vigilante. Et ben Vincent Gardenia, il apporte un côté humoristique que j'ai pas compris. Donc ouais, là, c'est vrai qu'il est bizarre, hein. Toujours, et puis son rôle d'enrhumé, mais ça apporte rien, je sais pas pourquoi. Et en tout cas, ça marque, quoi. Et visuellement, je trouve que dans les autres, très juste un petit, est-ce que dans les autres, il est toujours enrhumé ou après ça, il se calme? Non, mais après, ça, en fait, le truc, c'est que c'est une nouvelle histoire à chaque fois. Mais parce qu'il est présent dans les deux autres films, je crois. Ouais, mais en fait, il est présent, mais il est moins comique. Ça devient vraiment Charles Bronson, en fait, qui devient le comique de service. D'accord, ok. Voilà. Ok. Ça m'intrigue. Mais ouais, sinon c'était une bonne surprise et je le trouve encore très très beau visuellement en fait. Même si c'est très simple. T'as cette patine des années 70 mais qui nous plaît en fait. Garde du Lit, French Connection. Il y a quand même, même si c'est très sombre, moi, ça se passe quand même beaucoup la nuit. Je le trouve beaucoup plus proche du téléfilm des années 70 que des films que t'as cités. Ouais, en fait. Par contre, je trouve que il a une ambiance de téléfilm du dimanche après-midi dans les années 80 qui pique un peu, quoi. Il y a un truc moi qui m'a marqué, que j'ai noté, c'est au niveau de la mise en scène où t'as la caméra qui est fixe, qui est sur un pied et qui va se décaler un petit peu, et t'as vraiment les acteurs qui jouent un truc comme j'ai le repère là, il faut que j'aille là. Et c'est en fait, ça fait pas du tout crédible, ça fait vraiment pièce de théâtre filmée, quoi. Ouais. Et ça, des fois, ça pique un peu. Ouais, ça on verra sur la réelle, mais je trouve un peu dur là-dessus. Merde. Casse pas tout le matos non plus. Ouais, vous en avez déjà dit beaucoup. Moi, c'est pareil, je me souvenais pas l'avoir vu en entier, donc c'était l'occasion de le revoir, ou en tout cas de le découvrir. Et alors qu'il y a un petit problème technique, c'est pas grave, ça va marcher, l'enregistrement. Pareil. Et du coup, ouais, alors j'ai un gros problème avec Charles Bronson. Je n'arrive pas moi à décrypter ses émotions. C'est-à-dire que il est pas content, il est content, il fait la même tête quasiment. Sauf que quand il est content, apparemment, il repeint son appart et il se fait des spaghettis au foie. C'est tout ce que j'ai retenu du truc. Il a peut-être un peu la moustache qui frétille ou je ne sais quoi. Mais il y a ce petit moment de craquage en effet où il se met à repeindre son appart tout content d'avoir buté les types. On sent que ça commence à le galvaniser. Alors ça c'est assez intéressant, mais finalement dans l'histoire il y a un côté. On n'a pas le côté satisfaction qu'on peut avoir dans un film de revanche. C'est-à-dire que lui, sa revanche, il va la prendre sur d'autres personnes. C'est-à-dire que jamais il va retrouver les agresseurs de sa femme et de sa fille. Et donc finalement, en fait, il devient surtout, il tapine. Il va dans des endroits ultra dangereux pour provoquer la rencontre. Oui, c'est ça. C'est du tapinage, monsieur Bronson. Ouais. Mais oui, mais vous cherchez le... C'est comme si t'allais cul nu devant chez Émile Louis. À un moment donné, il va se passer un truc. Ah oui, t'es pas handicapé. Ouais, je l'ai pas dit en plus. On va se faire striker, ouais. Oh, tu vas chez Guy Georges, du coup. Voilà, c'est ça. Allez. Et oui, et donc du coup, il y a ce côté complètement un peu fou du personnage, mais tu le comprends pas vraiment en fait d'où vient sa satisfaction, parce qu'il retrouve jamais vraiment les agresseurs de sa famille. Ouais, voilà, Charles Bronson, il joue comme il joue. J'ai trouvé le film quand même assez chiant par moment. Il fait que 1h30, hein, mais il y a quand même pas mal de longueur, et la photo, je l'ai pas trouvée si terrible que ça en fait. Je trouve que justement, tu cites des films qui sont peut-être du top, donc ça tient pas des masses la comparaison. Mais voilà, je pense que c'est une œuvre fondatrice, une œuvre séminale, donc c'est important de la voir et de savoir qu'elle existe. Mais visuellement et cinématographiquement parlant, c'est pas marquant pour moi, en tout cas, ce film. C'est ton avis. Mais voilà, c'est mon avis. Et je pense qu'il est grand temps maintenant d'entendre celui de Jazz, qui va nous donner son avis sur le film et qui va peut-être nous parler des suites. Ouais, bien sûr. Alors moi, je vais vous dire, quand je l'ai vu, j'ai été un peu déçu parce qu'on me l'avait survendu en disant que c'était un film de vigilante, que
Charles Bronson, voilà, sortait le pétard. Enfin, c'était vraiment pour moi un film où il retrouvait les tueurs de son épouse, le violeur de sa fille. Et au final, en fait, il se passe pas grand-chose dans le film. C'est surtout beaucoup de... Bon, alors même la montée en puissance où il devient vengeur, bah, ça arrive tout doucement. Il y a pas mal de ventre mou. Oui, le ressenti, en fait, on le voit, c'est 1h30, mais ressenti 2h10. Il y a pas grand-chose. Et il y a juste à la fin, on se dit, ah, le film commence, parce que ça y est, il prend plaisir à tuer des gens. Et ça s'arrête là. Et là, on se dit, mince, ok, donc c'est ça le justicier dans la ville. C'est ça que le film, enfin... En fait, j'ai pas compris ce que je me suis dit. Puis le film, après, il faut le remettre dans le contexte de l'époque, mais le film a créé une polémique alors que il y a pas grand-chose dans le film. Il y a la scène crue où il y a le viol, le meurtre ou autre, mais lui, côté vengeance, ouais, c'est pas non plus fou. Oui. Bah et pour le coup, le film, comme tu l'as dit, ça a été un succès au box-office et le problème c'est que la Canon va s'en mêler. Ouais. Parce que la société de Dino De Laurentiis en fait est proche de la banqueroute et la Canon petit studio qui commençait à bien fonctionner a dit on a assez d'argent, on va racheter la saga des Switch. Enfin en tout cas on va racheter les droits du film. Et donc ils se sont dit super, on va faire le nécessaire. Et pour le coup, ils ont voulu faire une suite. Ils ont appelé Charles Bronson. Charles Bronson a dit oui, à condition que ça soit Michael Winner qui réalise cette suite-là. Michael Winner a dit oui, carrément. Et à la base, ils voulaient adapter du coup la suite en roman de Death Switch. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure, qui s'appelle Death Sentence. Et le truc, c'est que Mehmet Golan, l'un des deux cousins, lit le bouquin, il fait ah non, c'est nul, et ils sont partis sur toute autre chose, c'est-à-dire qu'on va avoir le viol de la fille de Paul Kersey. Voilà. Et donc il va se venger, et cette fois-ci il va poursuivre les violeurs. Donc là on a une suite beaucoup plus bourrine où attention, Charles Bronson met un bonnet pour faire un peu le caïd. Donc voilà. Et ouais, le film est beaucoup plus sanglant. Le film est atteint de 16 ans. C'est un immense succès pour la Canon, puisqu'il rapporte 29 millions de dollars au box-office, pour un budget de 10 millions. Et là, Ben Engelan dit c'est bon, on a trouvé la poule aux œufs d'or et on va faire le justicier dans la ville 3. Qui va s'appeler le justicier de New York. Et le truc, c'est que, vous savez, Death Switch 2, ça s'écrit avec le chiffre romain. Et Ben Gohan, il dit non, on va appeler Death Switch 3, mais avec le chiffre 3, parce que vous savez, il y a beaucoup d'Américains qui ne savent pas lire les chiffres romains. Donc il prend déjà le public pour vraiment des débiles. Est-ce qu'il et donc, sur les Américains, bon, c'est tout. Et donc là, en fait, il va partir du principe. Donc c'est toujours Michael Winner qui va réaliser le film. Et les scénaristes, ils vont partir du principe que la femme est décédée. On va pas revenir dessus. Après, il s'est remarié. Bon, elle est morte. Mais c'est pas grave, on va pas revenir dessus. Sa fille se fait violer. Bon, il a pas d'autres enfants. Donc on va buter son meilleur ami. Et donc dans le 3, il va à New York rendre visite à son meilleur ami qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Ouais. Et juste au moment où il franchit le pas de la porte, bam, son ami meurt. Et alors là, il arrive dans un New York apocalyptique avec que des punks et tout ça. Et là, du coup, Starmania, il est content. Il est content parce qu'il se dit, je vais tuer des gens. Et en fait, c'est à partir du numéro 3, en fait, la saga va tomber dans le nanar. C'est-à-dire qu'en fait, on va assister à des scènes mais complètement what the fuck où en fait, Charles Bronson va provoquer les méchants pour les buter. Donc genre il va se balader en pleine rue avec un appareil photo super cher et les méchants vont braquer l'appareil photo et lui il va sortir le pétard et il va le tuer et tout le monde va applaudir dans la rue et il va devenir le héros de la rue. Et puis alors la scène finale qui dure à peu près je crois 20 minutes, c'est un petit bonbon où en fait Charles Bronson en a marre, il en a marre des petits flingues et là il sort la sulfateuse.
Donc J'ai il vu les cet tue tous extrait. un par un. Ouais. Ah oui. Ce qui se passe, c'est que le film est un carton, il fait un peu plus 16 millions de dollars au box-office US, et mais Alan Golan a dit, c'est bon, on va faire un 4. Le truc, c'est que en fait, entre le 3 et le 4, la Canon subit d'énormes échecs au box-office, notamment le Pirate de Polanski, qui est un bid, et il me semble Over the Top aussi de Stallone, qui est un flop. Et le problème, c'est que leur plus gros succès, vous allez rire, mais c'est Porté disparu à Chuck Norris. C'est bon ça. Voilà. Bon, ça. Et sauf que le problème, c'est qu'ils arrivent à une époque où ils doivent plus produire des films à plus de 10 millions, et ils ont l'interdiction de tourner 2 films en même temps. Donc du coup, ils annoncent un Death Wish 4 qui s'appelle Le Justicier braque les dealers. Toujours avec Charles Bronson, mais cette fois-ci Michael Winner dit non, j'ai pas envie. Cette saga ne m'intéresse plus. Et donc ils prennent c'est J. Lee Thompson, c'est ça le réalisateur, je me souviens plus, mais qui est un habitué des films de série B. Et donc le film met du temps à se tourner. Je crois qu'il est annoncé en janvier. Et au final, il sera tourné au mois de mars 87. Et pour le coup, le budget est totalement réduit parce que maintenant la Canon n'a plus le financement nécessaire, n'a plus l'aide pour tourner des films à plus de 10 millions de dollars. Et donc le film sera tourné avec simplement 5 millions de dollars. Et là, en fait, cette fois-ci, c'est la belle-fille de Paul Kersey qui décède d'une overdose. Parce que Paul Kersey se remarie, il a une belle-fille, et puis la belle-fille, elle sort avec un gars qui aime bien la drogue, et elle se drogue, et puis bon, elle meurt. Et donc là, il se dit, je vais buter tous les dealers de la ville. Et donc là, pareil, il sort une arme de malade, et il va tuer tout le monde. Alors c'est un peu le film le plus culte de la saga, et malheureusement, c'est un des films qui sera qui obtiendra le plus mauvais score, enfin en tout cas un des plus mauvais scores de la firme Canon, et qui plongera en fait la Canon vers le précipice. Mais Charles Bronson n'en a pas terminé, parce que il se dit que bon, le 4 était pas foufou. On laisse un peu passer de temps, la Canon ferme ses portes, et Alan Golan, lui, ouvre une nouvelle société qui s'appelle 21 Century. Et il se dit, ma société ne fonctionne pas, j'ai que des films qui bident, mais en vidéo, les Justiciers de la ville cartonnent encore et sont encore diffusés dans les cinémas pour des séances spéciales. Et donc ça lui rapporte encore les Dead Switch, et pour le coup il dit, j'ai une idée, on va faire le Justicier de la ville 5. Sauf qu'en effet, Charles Bronson, 73 ans, c'est un peu plus compliqué. Et d'ailleurs, sur l'affiche du film, on se dit, waouh, le mec il est bouffi et tout ça, ça va être compliqué à faire. Et pourtant, ils le font. Ils font le Justicier dans la ville 5. Ils demandent quand même à Michael Winner pour voir s'il est ok. Mais finalement, Michael Winner dit non, j'ai pas envie de faire votre film. Et je crois que c'est, alors je sais plus, c'est Harold Goldstein, je sais plus qui le réalise. Ouais. Voilà, c'est ça. Qui réalise ce film-là. Pareil, un habitude. Alors lui, c'est un habitué des films dramatiques, et il se dit, tiens, je vais faire un film d'action, et il fait le Justicier dans la ville 5 Ultime Combat. On dirait un film de Jean-Claude Van Damme, mais c'est avec Charles Bronson. Et là, cette fois-ci, alors attendez, c'est un scénario totalement original. Paul Kersey est toujours architecte. Il se remarie, et en fait, l'ex-mari de la nouvelle femme de Paul Kersey, en fait, était un baron de la drogue. Il a vraiment pas de chance, et il va tuer la femme de Paul Kersey. Voilà. Et donc là, il se dit, non, mais je vais le buter. Voilà. Donc voilà, il le bute, et je crois qu'il le bute au fusil à pompe. Voilà. Ok. Donc, il a joué de bonne chance dans sa vie. Ah putain, vraiment pas de bol, ce pauvre Polo, quoi. Quel parcours. Le film est un bide parce que il rapporte 1,7 million de dollars au box-office pour un budget avoisinant les 10 millions. Ouais.
Et le truc, c'est que Mehamen Golan dit ah non mais attendez, on n'en a pas terminé. J'ai envie de faire un 6e film. Et en fait, à la base, il devait y avoir un 6e film, donc sans Charles Bronson, parce que lui, il avait dit bon c'est bon, j'en ai marre, j'ai fait le tour des justiciers dans la ville, j'ai pris un mur dans ma carrière, c'est bon, j'ai plus de femmes à épouser, je peux plus. Ouais, c'est tuer tous les méchants de la... Et donc il devait y avoir en fait un Death Switch 6 qui devait en gros parler de l'apprenti de Paul Kersey qui décide de tuer des méchants dans la ville. Voilà, mais ça ne se fera pas puisque en fait 21 Century en fait met la clé sous la porte. Met la clé sous la porte. Déjà 21 Century le nom ça fait vraiment Davilex quoi, c'est ah ouais, la sous-marque terrible. C'est ça. Et donc voilà un peu l'histoire du Justice dans la ville et pour le coup en fait c'est vrai qu'on voit le 1 et on voit après le 2, le 1 c'est un chef-d'œuvre et c'est un peu le Chao Pantin de Charles Bronson. On y va quoi. On y va. Est-ce que quelqu'un parmi vous a vu le remake avec Bruce Willis ? Non, j'ai pas osé le voir. Moi je l'ai vu et j'en ai très peu de souvenirs. Je me souviens que c'était pas nul. Je pense que Bruce Willis aussi, il en a peu de souvenirs. Ouais, c'est sûr et certain. Et ça la violence. Ça allait encore à peu près à ce moment-là. Mais en fait, je me souviens m'être dit, pour un film d'Eli Roth, c'est pas si violent que ça. Et je pense que c'est parmi les derniers films de Bruce Willis, c'est peut-être parmi ce qu'il y a de moins pire, quoi, vraiment. Parce que déjà, il y a un vrai réal, même si on pense ce qu'on veut d'Eli Roth, mais il sait à peu près tenir une caméra et je me souviens qu'il y a quelques scènes un peu violentes. Je pense qu'il a utilisé plutôt l'aspect ludique des meurtres des suites qu'il a mis dans une sorte d'origin story revisitée avec Bruce Willis. J'ai assez peu de souvenirs. Je me souviens que j'avais pas trouvé ça nul, mais pas trouvé ça exceptionnel, loin de là. Ça se regarde vendredi soir. C'est une très belle reco. Je pense que tout le monde a envie de... je pense que... Allez-y. Tu nous l'as bien vendu en tout cas. Si vous êtes complétiste, vous pouvez y aller. Je pense que c'est meilleur qu'un Justicier dans la ville 5, quoi. Mais je suis tombé dessus une fois sur la chaîne Action ou une connerie comme ça. Et ça avait l'air chiant à mourir, quoi. Mais vraiment, ça a vraiment, pour le coup, une vraie gueule de téléfilm... des films allemands, vraiment, tu vois, c'est Derrick prend les armes, quoi. Ça a l'air vraiment chiant. Mais le plus rageux avec le film de Bruce Willis, c'est que à la base, c'est pas Bruce Willis c'est Stallone et réalisé par Stallone. Ah oui, ça aurait eu une autre. Ouais. Et il avait commencé à écrire le remake parce qu'il adore le film Le Justicier dans la ville et il voulait vraiment jouer le rôle de Paul Kersey. Mais malheureusement, Stallone, il a une idée en tête et puis après il se dit oh tiens, je vais faire Expendables 3. Donc du coup, ça a plus de chances de gagner de l'argent peut-être. Ouais. Mais, voilà, c'est ça. Mais après, quand on voit un peu les idées de Stallone aujourd'hui, on se dit que c'était effectivement pas incompatible avec avec l'idée du film. C'est ça. Ok, je pense qu'on a fait le tour sur Death Wish. On passe au suivant. Eh ben écoute, c'est moi qui vais présenter le film suivant et je vais vous parler de Vigilante. Tout est dans le titre. Voilà. Je vais vous parler de Vigilante, un film américain qui a été présenté à Cannes en 1982 avant d'atterrir définitivement dans nos contrées le 12 janvier 83 et qui est réalisé par un certain William Lustig. Sacré Lustig. Voilà, je le savais, j'attendais, ça c'est fait maintenant, je demandais de près. Oui, j'avais Jules-Édouard Lustig, mais c'est Lustig, c'est un... Voilà. Donc c'est un réalisateur que moi j'aime énormément, mais j'en ai déjà parlé dans le podcast, déjà parce qu'il a réalisé le génialissime Maniac, puis la tout aussi géniale trilogie Maniac Cop par la suite. Même si on peut reparler du 3. Donc c'est un réal qui a un début de carrière assez intéressant puisqu'il a fait ses armes dès son adolescence comme homme à tout faire dans les films du Nouvel Hollywood avant d'entrer dans le monde merveilleux, j'ai envie de dire, du porno mainstream post-Gorge Profonde sur différents corps de métier avant de réaliser donc 2 films pornographiques à la fin des années 70 sous le pseudonyme Billy Bag. Alors l'histoire derrière Billy Bag elle est aussi intéressante parce que à l'époque il travaillait dans un drive-in qui passait des films porno.
Donc les gens venaient dans leur voiture, regardaient un film porno, faisaient ce qu'ils voulaient, et lui devait récupérer l'argent. Et donc pour ne pas avoir à toucher les billets récupérés, il demandait à mettre l'argent dans un sac. Donc Billy étant le surnom William, tout le monde l'appelait Billy Bag, et donc il a gardé ce surnom pour réaliser ses films cochons. Pendant les années 70, il traîne même sur le tournage de Police Puissance 7 avec Roy Scheider, son premier pas dans le thème de la justice expéditive, avant de devenir monteur sur un certain film qui s'appelle Un justicier dans la ville. Donc comme quoi tout est lié, et qui va faire naître une longue amitié entre le réalisateur Michael Winner et Lustig. Surtout, William Lustig est très marqué par l'apparition dans son propre quartier des Guardian Angels, qui était une vraie milice autoproclamée qui rassemblait des bénévoles qui luttaient contre la violence à New York. Il va donc adapter un script écrit par Richard Vettere, avec qui il avait déjà collaboré sur ses 2 films de fesses. Un script qui se fait en réaction à la violence de l'époque, t'en parlais tout à l'heure Alex, et au manque de moyens surtout des services publics new-yorkais de l'époque, qui étaient dans une telle difficulté financière, donc la mairie était dans une telle difficulté financière qu'elle pouvait même pas payer ni ses policiers, ni ses éboueurs, ni ses pompiers. Donc on est dans un New York qui n'est pas encore nettoyé par Rudy Giuliani dans les années 90, dans lesquels naissent différentes milices déterminées à défendre les quartiers les plus pauvres, donc les moins favorisés. Pour le réalisateur, c'est surtout l'occasion de rendre hommage au cinéma bis italien, particulièrement au western spaghetti à la Sergio Leone, Enzo Castellari ou Sergio Martino. Pour mettre en image le film, il fait appel au directeur photo James Lemo, qui parvient pour le coup parfaitement, je trouve, à filmer la grosse pomme et ses quartiers les plus crasseux. C'est pas étonnant quand on sait que Lemo il est devenu un habitué à la fois des films de Lustig, mais aussi de ceux d'Abel Ferrara des années 70-80. La musique, elle est signée Jay Chataway, à qui on doit les scores, et ça va te faire plaisir, Jazz, de Portée disparue, Invasion USA et Portée disparue 3. Au casting, on découvre que Robert Forster, le marchand d'aspirateurs de Breaking Bad, a un jour été jeune, et ça c'est une belle découverte. On rappelle donc que l'acteur est décédé en 2019 à l'âge de 78 ans, et qu'il a quelques 180 dimensions sur IMDb. Dans Food Irene. Et effectivement, ouais, tu l'as dit. Donc c'est pour ça que je voulais dire, allez voir, choisissez ce qui vous plaît. Vous aurez forcément reflet dans un œil d'or et Jackie Brown. Oui, Jackie Brown. Non mais il a tellement de. C'est vraiment une tête. J'ai déjà vu. Vous l'avez forcément vu quelque part, quoi. Dans Delta Force d'ailleurs. Ah, Delta Force. Ça. C'est vrai, c'est le méchant, ouais. Gros fan de Chuck Norris, je présume. Ouais, un peu. Ouais, on peut le dire. On peut le dire. Nous, dans l'émission, le seul Chuck Norris qu'on a traité, c'est Forest Warrior. Donc, très bien, excellent film, excellent. On s'est régalé. Face à Robert Forster, donc on a en leader du groupe de vigilants le grand Fred Williamson, qui est une figure incontournable de la blaxploitation, qu'on a croisé plus tard dans Une nuit en enfer, dans les démons du maïs 5 avec Eva Mendes, et dans plein d'autres séries Z. On y croise aussi Rutina Alda, qui joue l'épouse de Richard Foster, et que vous avez pu voir dans Voyage au bout de l'enfer, Rocky 2 ou Amityville 2. Mais aussi Richard Bright, qu'on a vu dans Le Parrain, dans la saga, ou dans Il était une fois en Amérique, ou encore, dans une très courte apparition, le génial Joe Spinell, qui occupait le rôle principal de Maniac, avec qui Lustig s'est bien embrouillé sur le tournage, puisque Joe Spinell avait de gros problèmes d'addiction, et arrivait en retard, ou n'arrivait pas directement sur le tournage. J'ai entendu aujourd'hui même une anecdote là-dessus, c'est-à-dire que sa mère, la mère de Joe Spinell, était figurante sur le film, donc sur Vigilante, et elle était sur le tournage et son fils n'arrivait pas, et quand son fils arrivait en retard, elle le pourrissait devant toute l'équipe du film. C'était assez marrant, une maman à l'italienne. Donc le film, il a un budget de 2 millions de dollars, et il va en rapporter 5 dans le monde pour son exploitation en salle. Pour autant, il va traverser les époques et connaître un succès en vidéo. Alors certes, on va pas s'en souvenir comme des titres comme Death Wish ou l'inspecteur Harry par exemple, mais c'est pourtant un film que je trouve tout à fait recommandable. Le scénario, alors lequel, à votre avis, de quoi ça va parler? Donc un mec. On va suivre Eddie Marino, un ouvrier new-yorkais sans histoire qui voit sa vie basculer lorsque sa femme est agressée et que son fils de 2 ans est tué par un gang violent. Le système judiciaire
échoue à punir les coupables, laissant même Eddie dévasté et emprisonné pendant 1 mois. Influencé par un groupe de justiciers mené par son ami Nick, il décide de se faire vengeance lui-même. C'est un film que j'avais envie de voir depuis longtemps parce que j'aime beaucoup Lustig et j'avais jamais eu l'occasion de regarder cette partie-là, donc ce film-là, j'avais jamais vu, donc j'ai un peu insisté pour le mettre dans l'émission et effectivement il y avait pleinement sa place. On retrouve le côté new-yorkais d'un justicier dans la ville, sauf que là, je trouve que la photo, elle est absolument sublime, notamment dans les plans extérieurs. Je trouve qu'il arrive vraiment, vraiment bien à mettre en image les quartiers new-yorkais. Faut dire qu'il filme en scope aussi. Enfin, il y a à la fin, la course-poursuite aussi en bagnole. Il y a une belle course-poursuite. Mais vraiment, je trouve que l'aspect dangereux de New York est vraiment bien retranscrit. On sent que c'est un réalisateur qui aussi a de l'appétence pour le bis et l'horreur. Oui. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de jeux d'ombre, il y a même des jumpscares dans le film, alors que c'est pas du tout un film d'horreur. Pourtant, on y retrouve pas mal de codes. Donc ça forcément ça me parle. Il y a une musique qui est presque Carpenteresque aussi. Ça m'a fait penser à Carpenter tout le film. Ouais, complètement. J'en ai pas parlé, mais il y a Herbie Hancock pour Un justicier dans la ville. Pas négligeable non plus en termes de musique. Et pourtant, moi, je trouve que la musique, elle est un peu à côté de la plaque dans Un justicier dans la ville. Mais voilà, là, je trouve que ça fonctionne assez bien. Ça fonctionne même vraiment bien. Il y a la progression du personnage que je trouve ultra intéressante et qui diffère vraiment d'un justicier dans la ville, dans le sens où le personnage principal, lui, essaye de garder un maximum une morale. C'est-à-dire que lui, il veut faire confiance dans la justice. En fait, le groupe de vigilants existe dès le début du film. C'est la scène d'introduction du film. Donc lui sait que ça existe. Il fait pas appel à eux. Il veut laisser la justice faire son travail. Alors après, il a aussi autant d'émotions que notre ami Charles Bronson. Mais il fait confiance en la justice. Finalement, il constate que la justice est complètement corrompue, parce que c'est de la corruption. Les justiciers, enfin les loupards échappent à toute condamnation. Lui se fait condamner pour outrance parce que forcément il trouve ça injuste et il crie l'injustice dans le cadre de son procès. Il se retrouve en prison où il se fait agresser puis défendre par son comment on peut dire son co-détenu, c'est ça le mot que je cherchais, pardon. Et donc du coup de là va commencer à naître un petit peu cette rage en lui et il va finir par finalement rentrer dans cette quête de vengeance et de retrouver les agresseurs de son fils et de sa femme et le tueur de son fils. Sa femme va le quitter entre-temps. Enfin voilà, il y a tout un enchaînement de choses qui fait que il y a un vrai cheminement qui amène cette violence en lui et un peu à la manière de Bronson, on peut dire que c'est quelqu'un qui a pas de chance. Il est pas ultra il est pas non plus pas verni par la vie non plus. Et voilà, donc t'as toute cette progression. Le reproche que je ferais par contre au film, c'est la manière dont s'enchaînent les plans en fait, enfin dans le sens où la fin est presque abrupte. C'est-à-dire que finalement le climax, l'acte de vengeance final arrive très vite, puis on enchaîne sur un autre acte de vengeance avec le juge et sa voiture, et bam, ça se termine. Donc en fait, ton payoff, il est assez tard dans le film, et amené assez vite. C'est-à-dire que le tueur de son fils, il finit par le retrouver, et on s'attend à ce qu'il y ait un peu une confrontation, et non, bam, il le balance, c'est fini. Et du coup, je trouve qu'il y a un côté... cet aspect satisfaction que tu dois avoir normalement sur l'acte de vengeance. Et en plus, il exauce le tueur, parce que le tueur dit « Allez, vas-y, tue-moi !» et le tue. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, t'as le drapeau américain en plus qui flotte derrière et tout. Voilà, mais en tout cas, belle découverte. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder Vigilante. Très bien. Moi, première fois évidemment que je le voyais aussi. C'est un film qui m'a, comme tu le disais, vraiment très bien. Carpenter, moi j'ai pensé à Assaut sur Central 13, j'ai pensé à Invasion Los Angeles. Alors c'est des thèmes très différents, mais c'est l'ambiance du film, la beauté de l'image, tu l'as dit. Les acteurs, je le trouve un petit peu à chier, ça on verra après
Enfin, non, mais le jeu de Robert Foster, c'est un problème quand même. Et Fred Williamson, c'était quand même pas non plus, c'est pas Laurence Olivier, quoi. Quand il saute du muret, puis après, il regarde la caméra en faisant ha, ouais. en mode ninja. C'est un peu marrant. Par contre, le film, il s'autorise tout. C'est-à-dire que, moi, je m'y attendais pas, là, il bute un enfant, quand même. Donc, au fusil à pompe. Cette scène-là, elle est assez violente. Là, les curseurs, les potards à max. En frontal, mais bon, t'as quand même, avec l'ombre. Par contre, c'est horrible. Mais la manière dont il amène les choses, c'est vraiment bien foutu. Tu vois l'ombre derrière le rideau de douche, et puis cette effusion de sang à travers une fenêtre qui explose. C'est très bien fait. Ouais, c'est chaud. Non, mais voilà, c'est plutôt une bonne surprise. L'image, en effet, est un peu plus belle que sur le premier film qu'on a traité. Mais après, voilà, je développerai ensuite les défauts, mais je trouve que c'est particulièrement dans l'interprétation. Là, l'émotion, elle a du mal à passer quand même. Waouh, c'est dur. Ouais. Bon. Moi, je trouve qu'il y a un peu plusieurs films en un. Ça commence, tu disais tout à l'heure, il y a vraiment le début du film où t'as la fille qui rentre dans la cage d'ascenseur. Ça fait très film slasher. Ah oui. Il y a vraiment cette ambiance. Tu vois la tête du tueur qui passe à travers la tête de l'agresseur qui passe à travers. Il y a une tension. Il y a vraiment un truc de jeu avec le spectateur qui sait qu'il va se passer un truc. Et du coup, ça apporte aussi quelque chose au film. Après, ça part en film pendant un petit moment. D'ailleurs, c'est bizarre au niveau du montage quand il est en prison. Oui. Un peu un film de prison où vraiment il n'y a pas de bol aussi, où vu que c'est un petit cul blanc, il va se faire démonter avec le truc avec une belle trace de bronzage. Ah oui, c'est vrai. Et effectivement, le personnage, ça c'est vrai que j'ai bien aimé, qui se refuse, qui croit en système judiciaire, qui finalement va devoir prendre des armes à défaut, quoi. Mais non, j'ai passé un bon moment aussi, et ouais, en fait, tout ce que t'as dit, hein, c'est vrai que la fin elle est peut-être un peu abrupte, mais je trouve que, et puis comme je disais, ouais, donc troisième truc, c'est la scène d'action en voiture. Tu t'attends pas forcément dans ce genre de film, et elle est plutôt bien rythmée, elle marche bien. C'est quelqu'un qui est très fan de Bullitt, de French Connection, et il y a un ça n'a pas ce niveau-là, mais je trouve que ça marche bien. Et du coup, c'est un film qui est assez plaisant parce que il se passe plein de choses à l'écran. L'histoire se suit bien et tout ça. Effectivement, en termes de jeu d'acteur, bon là le bas blesse. On peut pas tout avoir. Après, c'est un petit film. Robert Foster, il était vraiment dans le creux de la vague. Il a mis du temps à rebondir. D'ailleurs, c'est Jackie Brown qui le fait revenir à la surface. Mais globalement, j'ai été surpris. Je m'attendais aussi à un bon gros navet et non, bonne surprise quoi. Ouais. Voilà. Et donc toi, Jazz? Moi j'aime beaucoup ce film-là. Alors je le connaissais pas jusqu'à ce que le Shaky Fume l'édite en Blu-ray. D'ailleurs bon, c'est pas podcastique, mais voilà ce fameux Blu-ray qui est assez incroyable. Et pour le coup, ouais, j'en avais entendu beaucoup de bien. Et c'est vrai que quand je l'ai vu. Alors, j'ai été un peu décontenancé parce que c'est vrai, hein, au départ, c'est vrai que le gentil refuse la justice expéditive et il croit vraiment en la justice. Et c'est vrai que cette fin est vraiment trop abrupte. T'as le générique et là tu te dis ah ouais, ok, c'est tout. Ok, donc c'est tout. Bon, et il y a pas mal de ventre mou aussi, mais après dans l'ensemble il y a une belle photo, la réalisation est quand même canon, la musique elle est dès le début, le générique, enfin le main theme est vraiment super. Alors c'est vrai que on a des gueules de série B, Fred Williamson par exemple, on a plus l'habitude de voir dans de la black exploitation, et c'est vrai que de le voir là, il reprend les mêmes gimmicks qu'il pouvait avoir dans les 4 justiciers à l'époque, donc c'est vrai que il est un peu hors cadre. Ça fait voilà, il a un rôle un peu, je dirais pas nanar, mais voilà, ça coupe en fait, ça nous sort un peu du film. Mais pour autant en fait, en effet, moi déjà quand il tue le gamin, mais d'une façon mais vraiment horrible, c'est pas comme j'ai entendu il y a pas longtemps le Terrifier 3, tout le monde disait oh mon dieu, il tue un gamin. Ouais, enfin bon, c'est pas si choquant. Regardez Vigilante et vous allez le traumatiser quoi. Parce que là on voit, enfin même si c'est pas véritablement montré, on a quand même l'image en tête et on se dit waouh, c'est chaud quand même. C'est chaud, et surtout pour un film des années 80. Donc
pour pas mal de choses, oui, le film est vraiment culte et c'est vraiment un bon film de vigilante. Mais bon, voilà, c'est vrai, il y a pas mal de ventre mou. Il y a Robert Foster qui, on se demande, en fait, lui-même se demande ce qu'il fout vraiment dans ce film-là, même peut-être pour payer ses impôts. Il a la tête de Monsieur Tout le Monde, c'est un peu ce qui était recherché. Ouais, c'est ça, je ouais. pense. Ouais. Mais pour le coup, ouais, le film est après au-delà de ça, le film est vraiment très bien. Et c'est vrai que si je devais choisir entre Death Switch ou celui-ci, je prendrais Vigilante largement. Ouais. Très bien. On l'a pas dit, mais il y a aussi une belle scène à la pompe à essence. Oui, qui m'a fait rire. Alors, je sais pas, elle m'a pas choqué du tout. C'est une agression quand même. Oui, mais il arrose d'essence et c'est tout en fait. Voilà. Oui. Donc ça m'a fait un peu rire. Voilà. Il y a quand même des trucs un peu, juste pour terminer, sur des trucs un peu extrêmes dans le sens où les voyous c'est tous des mecs avec des bandanas et des vestes en jean. Il y a un peu un cliché. C'était la mode à l'époque. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Et la prison aussi, un peu cliché. C'est ça, c'est un peu les criminels qu'il y a dans Crocodile Dundee, là, avec son couteau qui passe de main en main, comme ça. Ouais, c'est ça. Criminels de Ils sont l'époque. tout sortis de West Side Story, les mecs. Ouais, c'est ça. Ça, je parlais de Starmania, c'est un peu ça. Ouais, c'est Johnny Roquefort, le mec, ouais. Un peu plus violent quand même. Putain. Ouais. C'est ça. Je me casse. Je vais ta fraise. Mais ce qui est fou, par contre, c'est l'affiche du film. Comme je connaissais pas l'histoire, c'est vraiment l'affiche du film qui m'a marqué, puisqu'en fait on voit les méchants. Ouais. On voit les méchants. Et oui, alors il y a une Je pense affiche. ça me où faisait on penser voit... à Warriors. Oui, voilà, totalement. Ouais, carrément. Oui. Ouais. Warriors. Ouais. Qui était décliné en jeu De vidéo. Water Guerrier de la Hill. nuit. Ah, Les oui, Gardiens de la Nuit, ouais. les Gardiens de la Nuit avec James Remar. C'est ça. Dans le C'est métro, tout ça, ok. Walter Hill. Walter tu disais, Hill, ok. On passe au film suivant. Vraiment. Oui, attends, il va faire du. Non, allez-y, je vais rester discret. Bon, alors moi, je vais vous parler. J'ouvre une bouteille de Vittel. Déjà, avant toute chose, en préambule, attachez vos ceintures parce que là, je vais vous faire plonger dans un film où la logique a, semble-t-il, pris la route des vacances. Donc, Death Sentence, sorti en 2007, réalisé par James Wan. James Wan, vous le connaissez tous puisqu'il a réalisé Saw, Insidious et évidemment The Conjuring. Alors, plutôt un Et spécialiste. son meilleur film, Aquaman. Ah oui, c'est vrai. Je pensais que t'allais dire Fast and Furious 7. Non mais t'as raison de corriger, les classiques c'est important. Alors le film dont je vais vous parler, à défaut de révolutionner le genre du vigilante movie, il va nous offrir donc c'est vraiment une perle d'absurdité cinématographique, mais pas. Tu commences direct. Ah oui, t'as bien aimé ton film. mais pas que, parce qu'il y aura quand même des choses à sauver, hein, attention. Alors c'est que c'est moi qui vous saoule avec ce film depuis le début du podcast. Ouais mais tu verras, c'était pas pour rien. Alors, au casting, on va retrouver un acteur qu'on aime bien dans cette émission, c'est Kevin Bacon, puisqu'on l'a évoqué dans Meurtre à Alcatraz et Mystic River. C'est la troisième du coup occurrence de notre ami Kevin, qui joue ici le rôle donc du Vengeur. Gareth Edlund, lui, joue le méchant de service. Kelly Preston joue l'épouse. C'est tout. En fait, elle a des caractérisations poussées à l'extrême pour les personnages féminins toujours dans ce genre de film. Et surtout John Goodman qui, en marchand d'armes philosophe, qui a décidé de faire dans son coin un autre film. Parce que ça n'a aucun sens. Alors, Tellement vrai. Alors ensuite le fiche technique, bref, budget 20 millions de dollars, box office 17 millions, voilà, comme quoi la vengeance ne paie pas toujours. Alors le film est une adaptation, tu l'avais dit Jazz au début, très 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 libre du roman de Brian Garfield, la suite de Death Wish. Garfield, dans son roman, tu le disais, je te paraphrase, qui voulait dénoncer donc la vengeance aveugle, et James Wan s'est dit ouais mais non, on va faire autre chose en fait. D'accord. Alors le petit scénario du film. Donc Kevin Bacon joue un père modèle dont le fils est tué par un gang dans une station-service. La police, incompétente. La justice, aux abonnés absents. Du coup, il décide de prendre les choses en main et de se faire justice lui-même en infligeant des peines de mort. C'est donc un gros film de Fachelard, à mon avis, le plus des trois. Hein. À mon avis, il n'y a pas photo. Alors, il y a débat. je trouve que dès le début, on comprend que la subtilité sera pas en rendez-vous. Des dialogues dignes pour moi des pires épisodes de 7 à la maison. Salut Brian, tu vas rentrer à quoi? Oh ta gueule. Franchement, un quart d'heure, c'est un tunnel. Enfin, quand il meurt, c'est un soulagement presque. Tu comprends les voyous. Mais presque. Le film veut ensuite nous vendre une descente aux enfers tragique, mais il jongle maladroitement entre drame sérieux et action grotesque. Donc résultat, on oscille entre le thriller et la parodie involontaire. Donc, franchement,
Et notamment, moi je pense à la scène de Bacon, pour signifier que le personnage décroche complètement. Il se rase Donc, le crâne. non, pas ça. Avant ça, il donne l'impression d'être un as de la gâchette alors qu'il a jamais touché une arme. Il prend les armes, tu sais, il les teste comme ça, comme s'il avait fait ça toute sa vie. Non, stop, on arrête les conneries. Dans les autres films, c'était beaucoup plus... Enfin, c'est des gens qui sont un peu plus maladroits, ou qui ont une histoire avec les armes, mais qu'ils avaient laissées au frigo. Lui, pas du tout. Lui, il a un job de bureau, et puis finalement, c'est un as de la gâchette. Ouais, et puis, pour marquer encore plus qu'il a basculé dans la violence, Bacon se coupe mal les cheveux. Pourquoi pas, hein. Mais voilà, donc, pour dire, hey, regardez, il est devenu foufou, là. Donc, ok. Donc pour moi, c'est un nanar qui m'a fait rire. En fait, on peut se demander si c'est du génie ou du n'importe quoi. Ma réponse, c'est les deux. Voilà. Parce qu'il y a quand même des trucs qui me font marrer. Moi, le John Goodman, philosophe qui vend des armes, qui accessoirement aussi, ouais, le père du méchant. Voilà. Oui, puis qui s'en fout en fait que l'autre il va faire justice et qu'il va devoir buter son fils. John Goodman le prend plutôt c'est un bien. Petit con, faut le plus donc, dire. je pense qu'il se fait buter en deux. Je sauve quand même par séquence la mise en scène James Wan. Moi, il y a une scène de course-poursuite dans un parking que je trouve vraiment extraordinaire. Ça, c'est con, ça arrive trop tôt. Mais ça, c'est vraiment le pic du film. C'est le climax. C'est le climax. C'est dommage, ça arrive au bout d'une demi-heure. Je pourrais vous faire un petit behind the scenes si tu veux. Ah bah, s'il te plaît. Et juste pour conclure, donc Death Sentence pour moi c'est une sorte de cousin gogol de John Wick. Donc il tente de dénoncer la spirale de la violence tout en la glorifiant à outrance. C'est bourrin, rarement subtil, souvent ridicule, un nanar de luxe pour moi. Donc j'ai pris du plaisir, je vais pas vous mentir. Mais c'est con à souhait, quoi. Enfin, moi, j'ai pas eu ce désir de vengeance, j'ai vu juste un mec complètement décroché. Et qui met sa famille en danger, en plus, dans un premier temps. Enfin, bon, je sais pas quoi. Je reverrai peut-être pas, alors à moins avec vous, pour rigoler vraiment une bonne fois ensemble. Il y a moyen de se faire plaisir. Qu'en avez-vous pensé? A priori, pas la même chose que moi. J'ai l'impression que... Non, je vais... Vous avez pris des mines perplexes, là. Aurélien me l'avait déjà conseillé il y a un petit moment. Ouais. Du coup, je l'avais vu et en fait, je pense que j'ai pas été jusqu'au bout parce que la fin, je m'en souvenais pas du tout, quoi. Je me souvenais surtout de la scène du parking, qui était the scène à l'époque. Alors, je revois le film et ça me fait penser au film Play avec... Max Boublil. Mais comment c'est Mais si, le début Magneto avec les films VHS quand ils sont enfants et tout ça, où tu revois pour vraiment te signifier que c'est une famille modèle, que tout va bien. Encore une fois, on a la subtilité là, tu vois. Ouais, et je trouve que c'est un peu forcé comparé aux autres films où même si dans Vigilante tu les vois sur un parc, dans un parc, le gamin qui joue avec un avion et tout. Voilà, à chaque fois il y a toujours la famille, tout va bien. Mais là c'est bien ancré dès le départ, quoi. Et je trouve ça aussi un peu plus subtil que ça soit la femme ou le fils. Enfin, c'est quand même le fils, mais ça soit un ado, que ça soit comme ça dans un. En fait, tu le vois venir quand t'as les voitures qui doublent, où il y a pas les phares et tout ça. Tu te rends compte qu'il va se passer un truc. Mais je sais pas, le fait que ça se passe dans une station d'essence, il y a un côté un peu plus naturel dans l'agression. Mais surtout, si on peut le dire, le meurtre, il est fait dans le cadre d'un meurtre initiatique, ouais. Oui, et puis à la base, c'est pas lui qui doit être tué, c'est une victime collatérale parce que il va braquer le mec de la supérette. Donc lui, il est là au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc il y a vraiment ce truc-là aussi qui change un peu, qui est plutôt bien écrit. Mais en fait, en voyant le film, j'en gardais un bon souvenir à l'époque, même si tu penses pas l'avoir vu jusqu'au bout. Mais là, en le revoyant, je trouve que James Wan il en fait des caisses dans la réal et en fait c'est too much. C'est vraiment comme tu dis un peu une glorification de la vengeance et du meurtre. Et cette fameuse scène du parking. En fait, il sait pas ce qu'il fait, il dénonce et puis en même temps, il sait pas. En fait. Et la scène du parking, voilà, vraiment, je l'ai trouvée vraiment surfaite et qui a pas super bien vécu. Enfin, je trouve j'ai été déçu, quoi. Et le fait qu'il parte en couille après le décès de sa femme, qu'il se rase le crâne et qu'il parte en vendetta. Ok, ça parle de Fitch Vigilante, mais je trouve que c'est un peu trop manichéen comparé aux autres. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui m'a moins marqué. Je l'ai trouvé plus frontal et plus bas du front. Ouais, sur le côté, allez, je vais tout faire péter et ça va être un peu classe de faire gicler du sang. Voilà. Donc un peu déçu. Je m'attendais. Okay. Dans mes souvenirs, t'es un peu mieux. Je serais curieux d'entendre l'avis de Jazz avant de donner le mien. Ah oui, il est complètement con ce film. Mais t'es content, hein? Vas-y, lâche-toi.
Non, mais en vrai, moi quand je l'ai vu, en fait, à la fois il y a ce côté nanar qui est ouais, c'est jouissif. Mais en même temps, on se dit, mais le héros, il est débile en fait, parce qu'il est en train d'anéantir sa propre famille là en faisant ça. C'est C'est ce qu'elle dit aussi la flic. Hein. La flic C'est contre-productif, ouais. Ouais. Là, je me dis, mais il est complètement idiot. Dans les autres films, en fait, le héros, en fait, il a plus de famille. Dans Vigilante, il est divorcé. Dans Death Wish, bon, il essaye toujours de retrouver à chaque fois quelqu'un, mais elle meurt. Et donc, fonder de famille avec Paul Kersey. Voilà, c'est ça. Et donc, pour le coup, à chaque fois, bah voilà, les mecs sont seuls, ils font justice eux-mêmes. Là, Kim Bacon, il est pas seul. Il y a son fils qui est décédé, certes, mais il a quand même une famille. Et le mec se dit, ah, je suis un employé de bureau. Mais bon, je vais buter tout le monde. Et là, je me dis, mais qui est con. Et alors, le côté Taxi Driver, où il se dit, allez, j'ai des grosses cernes, je vais me raser la tête, mais je sais pas me couper les cheveux, donc je vais laisser des touffes un peu partout. Et pour dire, ouais, je suis vraiment pas bien. Je suis vraiment un gros zinzin, ouais. Là, je me suis dit, toi, Kevin, tu vas avoir un Oscar. C'est sûr et certain. Et tu vas tout donner jusqu'à la scène finale. C'est sûr, voilà. Et la fin aussi, quand il est dans son canapé à revoir les photos. Enfin, ouais. Ouais. Mais c'est Taxi Driver. Hein. Ouais. C'est Taxi Driver. Là, lui, il s'est dit, ouais, Robert De Niro. C'est bon, je vais faire mon Robert De Niro. Taxi Driver de Temu, hein, parce que. Ouais. C'est... mais... Bon, le film est en sang par terre. Là. Non, mais voilà. C'est un film, oui, jouissif, parce que bon, voilà, il y a quelques scènes qui sont plutôt pas mal et tout ça, ouais, mais ça reste un film totalement décérébré. Et, ouais, il est complètement idiot, quoi. Et même, je me dis, James Wan, qui est pas un mauvais bougre hein, au niveau réalisation, il maîtrise quand même la caméra et puis il fait des films plutôt corrects. Bon, mis à part les Aquaman, mais ça reste quand même assez potable dans sa filmographie. Là, je me suis dit, waouh, je sais pas où il a voulu aller. Et alors, la petite anecdote, c'est que il y a 2 films de sa filmographie qui sont liés. Donc, il y a Dead Sentence et Dead Silence. Dead Silence, ouais, parce qu'il y a la juge qui joue dans les 2. Donc voilà. Donc, c'est un film complètement idiot, ouais. Mais c'est fun, je te rejoins là-dessus. C'est fun. J'ai quand même pris un certain plaisir. Oui, t'as la mise en scène qui est efficace. Ouais, voilà, ouais. Qui, avec le propos du film, est dérangeant. Plutôt marrant en plus. Un truc marrant. Ok, j'entends. Allez, vas-y. Moi, j'adore. Je suis désolé, j'adore ce film. On fait des podcasts avec lui. Non, mais c'est tout. Mais après, je pense, enfin, j'ai vraiment un faible pour le cinéma de James Wan. Moi, tu parlais de Dead Silence. Enfin, moi, je l'avais vu aussi, j'ai adoré. Et je fais partie des gens qui adorent Malignante, qui est un film qui divise énormément. Et pourtant, je te le conseille parce qu'il y a une espèce de scène de kung-fu dans un commissariat avec un monstre bicéphale qui est absolument extraordinaire. C'est un film complètement dingue. C'est-à-dire que si tout ce que vous n'aimez pas chez James Wan, sa folie visuelle, c'est un menu Maxi Best of Plus x10. Est-ce qu'il met des caméras en insert dans des baskets? Il y a des trucs comme ça, comme Twerk. Mais presque. Là, ouais, c'est le plan séquence du parking, mais dans un commissariat et avec un monstre qui fait du kung-fu. C'est absolument dingue. Enfin, Malignante, moi, j'adore. Donc, en fait, c'est un film qui divise Malignante. Des gens vont te dire c'est un gros nanar, et d'autres vont te dire que c'est pas un chef-d'œuvre, mais ils vont adorer vraiment. Et du coup, de ce que j'entends là de Death Sentence, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que moi. J'entends les défauts, le côté un peu appuyé sur l'aspect famille, etc. Vous les avez pas vu les références à 7 à la maison? C'est un peu l'idée. Sauf qu'il est pas pasteur et lui n'a pas violé d'enfant non plus. Non. Ça c'est une autre histoire. Et donc ça je comprends ce que tu dis et je l'entends tout à fait. Maintenant je trouve qu'il y a quand même plus de subtilité par rapport à ce que vous dites avec des Vas-y, j'attends. Mais bien tes guillemets, par contre, quand tu parles de subtilité. Dans le sens où, par exemple, sur l'aspect auto-justice et manque de critique de l'auto-justice,
Je pense que justement, ce que tu disais sur le fait que finalement, il est en train de détruire sa famille, son fils, on apprend que son fils est toujours en vie à la fin, en fait, quand il est parti trop loin dans sa vendetta. Donc c'est un petit peu aussi le fait, enfin la loi du talion, en fait, ça va amener la vengeance, va amener la violence et il va s'entraîner dans un enchaînement de violences qui va aller contre lui et qui va finalement, c'est lui-même en pensant faire un acte d'équilibre, parce qu'on parle d'équilibre, le film te parle de ça. En fait, cet équilibre n'existera jamais. Et donc, de te rendre justice toi-même va entraîner d'autres problèmes et va finalement détruire ce que tu as déjà. Donc, c'est le message pour moi du film. La fin, c'est ça. On vient lui dire, votre fils se réveille. Donc, en fait, tout ce que tu as fait, ton fils il va se retrouver orphelin à cause de tes conneries. Donc, je trouve que quand même, malgré tout, il y a l'intelligence de ne pas juste se dire la vengeance c'est cool. C'est pas du tout le propos du film. Après, le film en tant que film tel qu'il est, c'est ultra généreux, c'est ultra dynamique. C'est-à-dire que moi, je m'ennuie pas une seconde en regardant ce film-là. Après, je vous rejoins sur l'aspect gros sabot. Ça vient avec des voitures avec des flammes, ça a des tatouages tribal qui font faux, hein, clairement. Je pense que même Yuri Boyka, ses tatouages font plus vrai. Et donc oui, ça, ce côté-là est pas non plus bien appuyé. Maintenant, j'aime beaucoup la lumière, j'aime beaucoup la mise en scène. Il y a même dans les petits espaces, il arrive à te faire des travelling dans le bar avec il y a une espèce de travelling vers un personnage qui fume à un moment donné. Enfin, il arrive à mettre de la mise en scène tout du long. Et puis il y a effectivement la scène sur laquelle il a vendu tout le film, qui est la scène du parking, que moi j'adore. Enfin, je trouve que c'est toujours un plaisir de revoir aujourd'hui. Une scène qui est donc un plan séquence de course-poursuite dans un parking, qui a été fait sur une journée parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps pour louer le parking, et donc il devait être très précis sur la mise en scène. Donc ils sont vraiment sur un parking sur plusieurs niveaux, avec une grue, avec une caméra, sur lesquels ils ont créé un système portatif. Alors, on voit qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les systèmes qui permettaient de bouger la caméra sans que ça bouge. Je ne sais plus comment on appelle ça, j'ai pas les termes techniques, mais sorte de steadicam amélioré. Un stabilisateur, tu vois. C'était pas encore. On voit que ça bouge, donc, mais ils avaient un cadre pour pouvoir se passer la caméra, donc ça. Les mecs qui sont sous le parking passent la caméra au gars de la grue monte et ils changent d'étage. Pendant ce temps-là, Kevin Bacon devait courir, mais il n'y avait pas assez de temps pour faire tous les étages en temps voulu. Donc il y a un karting qui l'attendait pour l'emmener à l'étage. En même temps, il continue quand même à courir. Donc le gars dit, quand je fais la scène et que j'ai l'air fatigué, je suis vraiment fatigué. C'est-à-dire qu'il court vraiment. Donc la caméra se balade comme ça d'étage en étage. Il y a la scène où il se bat au bord du parking dans la voiture. Bon, pour le coup, le pare-brise est pas très bien collé. Oui. Olivier de Carglass a pas bien bossé sur ce coup-là. C'est vrai, je l'avais pas noté ça, mais c'est vrai que c'est catastrophique cette histoire de pare-brise. Ça tient pas des masses. Mais donc, il y a vraiment Kevin Bacon dans la voiture avec un mec caché dans le coffre qui conduit la voiture doucement pour la faire avancer. Et puis après, on a un cascadeur qui saute dans la scène. Mais donc il y a quand même, tout a été réfléchi sur cette scène-là qui, je trouve, fonctionne assez bien pour le côté action. C'est con qu'elle soit pas toute comme ça, tu vois. Ouais, non, mais c'est vrai. Au moins, on aurait compris, c'est un film d'action, un divertissement pur. Mais c'est un film d'action pour moi. Je le vois pas autrement. Et alors, comment t'expliques que le mec, d'un coup, toi t'es jamais touché à une arme, et puis tu le vois toucher les fusils comme s'il avait fait ça toute sa vie. Parce que c'est un Américain. Ouais, non, mais non, c'est pas suffisant. Voilà. J'ai envie de te dire. Ouais, voilà. Et après, moi, je pense que le cinéma de James Wan, alors pas tout, très sincèrement, après Conjuring, tout ça, j'ai pas, à part les premiers, j'ai pas suivi, mais son début de carrière, je le trouve hyper intéressant. Et quand il dit fuck off à tout le monde et qu'il sort Malignant, je trouve que c'est un beau geste pour moi et que j'adore ce film. C'est un mec qui t'aime bien. Aquaman, t'aimes bien. En fait, je les ai jamais vus, donc je peux pas te dire. Mais c'est un mec qui c'est un geek un peu du cinéma. De toute façon, on le voit. C'est un mec qui a des cheveux de toutes les couleurs. Il est un côté immature et effectivement, ça peut se voir dans sa mise en scène. Mais c'est du divertissement pur et moi, ça me parle. Et Kevin Bacon, je trouve que
contrairement à ce que vous dites, il est pas ridicule dans le film. Il fait des caisses. Bah, mais il se donne en fait. Il se donne et ça reste. Comparé aux autres, oui, effectivement. Ah, il a plus d'émotion. Déjà, le mec arrive à sortir une larme. C'est déjà plus que les deux autres. Donc, j'avoue qu'à la fin, petite émotion quand il est sur son canapé là. Ah, regardez, ouais, t'aimes bien le côté nostalgique, tout ça, toi. Ouais, bof. Et voilà. Donc, Ok. donc moi, c'est un grand oui. J'adore Descendants. On s'en doutait. Très bien. Qu'est-ce que vous... on passe du coup à la confrontation. Bah oui, c'est Bah, il parti. est temps. Allez, go. Let's get ready to rumble! Alors comme d'hab, on va commencer par la première catégorie qui est le scénario. Quel scénario pour vous les gars et le plus subtil Le meilleur. Alors, quel est le meilleur scénario parmi ces 3 films? Bah c'est le même. Donc, C'est que non, c'est pas. bah, c'est un mec qui va se venger donc. Bah moi je Non. sais, je peux commencer si vous voulez. Vas-y. Moi ce sera Vigilante parce que je trouve que justement ce que je disais tout à l'heure par rapport à la construction de la montée en puissance du sentiment du souhait de vengeance, je trouve que c'est là où c'est peut-être le plus réaliste. Alors même si je sais pas si on ferait un mois de prison ferme pour outrage à magistrat, peut-être, je ne sais pas. Et Tu verras la prochaine fois. on verra, je testerai. Teste pour nous. Mais en fait, je trouve que voilà, en tout cas, parce que finalement, on parle toujours d'un père de famille qui doit se venger, et je trouve que la construction du drama est qui est ultra dur quand même aussi dans celui-ci, et de la montée en puissance du sentiment de vengeance dans le personnage, c'est peut-être là où il est le mieux écrit, je trouve. Je te suis complètement. Moi, je trouve en fait, je m'identifie un peu plus au personnage de Robert Foster sur l'évolution, sur sa croyance en la justice dans un premier temps, pour ensuite basculer petit à petit. Et lui, pour le coup, il lui arrive vraiment toutes les merdes possibles et imaginables. Enfin, c'est celui qui en prend le plus plein la gueule, et c'est celui pour lequel du coup j'ai le plus d'empathie. Donc ça passe par l'écriture. C'est pour moi celui que je préférais à ce niveau-là. Moi, je prendrais un justicier dans la ville parce que j'en ai parlé tout à l'heure. C'est la fameuse scène où il part en Arizona, où tu comprends un peu le personnage, comment il est, sa manière de penser vis-à-vis de la guerre, des objecteurs de conscience et tout ça, mais qui a quand même un passif avec les armes avec son père, et comment ça va le faire vriller. Enfin, je sais pas, je trouve que ce passage-là marque vraiment un tournant en film, et au global, je comprends la psychologie du justicier. Bon, après, c'est pas sur la finalité, il y a quand même des choses qui vont pas, mais je sais pas, c'est grâce à cette scène-là, je prendrais un justicier dans la ville. Ok. Jazz. Moi je vais prendre Death Sentence. Non, je plaisante. Je vais prendre. Non, Vigilante. Je trouve que c'est le scénario le plus subtil, peut-être le plus réaliste. Et c'est là où on s'attache véritablement au héros. Et puis même, je trouve que le crime de son fils et puis le viol de sa femme, c'est vraiment horrible. Alors c'est vrai que Death Wish c'est pareil, mais là vraiment c'est voilà le meurtre du gamin, moi ça reste gravé à vie dans ma mémoire, et pour le coup je trouve que là voilà la montée en puissance se ressent un peu plus que sur de Death Wish ou du Death Sentence où le mec pète un câble rapidement quoi. Ouais, je suis d'accord. Du coup c'est un point pour Vigilante déjà sur l'aspect scénario. Parfait. Catégorie suivante, il se trouve que c'est la réalisation. Vas-y. Laquelle est la plus brillante? Moi j'hésite vraiment entre le plus ancien et Vigilante. Mais moi étant fan de Carpenter, l'esthétique étant proche, je vais partir sur Vigilante évidemment. J'ai pas parlé de Death Sentence. C'est normal, c'est pas ouf. Mais Death Sentence, à part la scène de parking qui est vraiment génialissime, c'est à peu près tout. Enfin, je trouve en termes d'originalité, le truc est un peu punchy. Mais Vigilante avec la musique, le musique de fond et tout. Enfin, j'adore l'esthétique. Donc pareil. Moi, ça sera Death Sentence pour le côté action qui fonctionne, où tu passes. T'as un plaisir coupable à regarder ça, c'est bien fait quand même, il y a des idées. Moi j'ai aucune culpabilité. Hein. Mais non, mais c'est ça, c'est... complètement.
faut pas se voiler la face, c'est quand même celui où il y a des idées de mise en scène sympas, il y a de la bonne musique en plus, il y a deux trois sons de musique rock qui passent bien. Ouais, après les autres, ça fait quand même assez années 80-70, forcément, ça date de cette époque-là. Et des fois, ça peut faire un peu téléfilm que celui-ci, tu sens qu'il y a du budget et qu'il a été mis judicieusement là-dedans. Pas d'accord sur Vigilante, mais ok. Voilà. Vas-y, Jazz. Bah, William Lustig, donc Vigilante, hein, forcément, la photographie elle est magnifique, la réalisation est hyper soignée. Le truc qui est plutôt cool avec William Lustig, c'est que quand on passe de Maniac où la pellicule est crasseuse, l'ambiance est vraiment poisseuse, et qu'on passe à un film comme Vigilante qui est propre au niveau de l'image, et puis après avec cette musique de G. Chataway, pardon. J'allais dire Hadaway, n'importe quoi. Ça peut être mal, un remontage du film avec Hadaway. Voilà, c'est ça. Et non, ouais, donc pour le coup, je veux dire Vigilante, ouais. Entendu. Moi, ce sera pour Death Sentence. Je suis désolé. Ouais. Non, je vous rejoins complètement sur Vigilante. Je trouve que c'est un film très beau. Je l'ai dit tout à l'heure. Mais en fait, le montage me gêne à un moment donné. Je trouve qu'il y a quelque chose de trop sec et trop abrupt. Quand il est dans la prison, ouais. T'as vraiment, je sais pas, tu passes d'un moment où c'est le gars qui est en prison à l'histoire du groupe de Vigilante qui fait sa loi dans la ville. Et ouais, il n'y a pas de logique. Enfin, la transition est un peu. Bah, voilà, ça reste super beau. Vraiment, la photo, elle est sublime, surtout sur les plans d'extérieur. Donc ça, j'enlèverai pas au film. Mais on peut pas enlever qu'il y a quand même pas mal d'idées de mise en scène sur le James Wan. Okay. Non, mais faut voilà, quand même que je mets mon point, ce qui fait que nous avons une égalité entre Vigilante et Death Sentence sur la réalisation, et que donc Vigilante mène 2 points à 1. Passons au jeu d'acteur. Bah, c'est Jazz qui va commencer. Ah oui, Jazz, à toi l'honneur. Jeu d'acteur, waouh, Kevin Bacon. La générosité. Voilà, non, il y a le catégorie. Garde-le pour la catégorie pire coiffeur. On a créé une exprès pour le film. Ouais. Non, mais ouais, alors par contre, ouais, jeu d'acteur, ouais, Kevin Bacon, parce que il en fait trop, mais les autres n'en font pas assez, donc bon, voilà, au moins, ouais, il pleure. Avec les autres, c'est compliqué de les voir pleurer. Bon, on a Charles Bronson qui lui, il est happy tout le film, il est trop content, l'enterrement de sa femme et tout ça. Je m'en fous, je me remarierai de toute façon. Oui, c'est ça. Donc, je vais aller chercher de la peinture orange. Allez. C'est ça. On a alors oui, on a Robert Foster qui est un peu perdu dans ce film-là. Après, oui, c'est vrai que il subit pas mal de choses, donc on peut le comprendre. Mais c'est vrai qu'Kevin Bacon, ouais, dans le film, bon, il fait du Kevin Bacon et c'est vrai que j'apprécie. Alex. Je te rejoins aussi sur Kevin Bacon et John Goodman. Oui. Aussi quand même. Avec ces lunettes là. John Goodman qui écoute aucune directive du réalisateur, c'est sûr. Il fait. Tu fais ça ? Non, c'est bon, j'ai pris mon texte. Non, ok. Bon, j'ai écrit un scénario. Ouais, j'ai écrit un scénario, je peux le faire ? Bah écoute, vas-y, on te regarde, John. Ouais. Non, ouais, c'est cumul, voilà. Les deux là ensemble. Ça marche. Non, je peux pas. Après je peux pas. Non, c'est mort. C'est un principe. Non, c'est pas une histoire de principe. Moi, il y a quand même Bronson et ce charisme et ces trucs un peu fous, loufoques qu'il fait dans le film qui me font un peu rire. Il a néanmoins, vous êtes dur, un petit moment d'émotion lorsqu'il retrouve son beau-fils. Et là, il y a le truc un peu. Tu sais, il a la voix un peu cassée. Ouais. Si, bref, ça dure 2 secondes. Hein, il y a la moustache qui frétille légèrement. Non, mais pour l'inspecteur enrumé aussi, t'as bien aimé. Et alors, moi, Vincent Gardenier, il apporte un côté humoristique qui est pas bienvenu, mais qui est là. Donc on le prend tel qu'il est. Un peu comme Goodman, il est. Oh, vas-y, fais. Ouais, moi, je préférais le faire de manière comique, je peux. Bah, Vincent, on te regarde. Mais non, mais moi, j'ai quand même plus apprécié l'interprétation globale, étonnamment de Death Wish, pardon. Entendu. Un justicier dans la ville. Bah, Kevin Bacon, les gars, y a pas photo, c'est le seul qui, tu l'as dit. Il sait pleurer, il sait jouer les gentils, il sait jouer les méchants. Voilà. Alors, il sait surtout jouer les méchants souvent, ouais, c'est un méchant. Dans sa carrière, moi, j'aime beaucoup cet acteur. Il faudra qu'on traite du film, on en a parlé l'autre fois. Tremors. Tremors. Ah oui, il faudra qu'on en parle un jour, parce que quel classique.
Non, Il joue pas très bien, n'empêche, dans Meurtre à Alcatraz. Hein. Non, Meurtre à Alcatraz. On va pas se Ah bah mentir. justement, il était sur le côté foufou. Ouais, sur le côté Simple Jack plutôt. Ouais, Simple Jack. Franchement, c'était compliqué. Ah, il nous fait, ouais, c'est exactement ça. Ah oui, Voilà, oui. Vieil épisode, première saison. Ouais. Ouais, c'était pas, on n'a pas choisi le meilleur pour entamer la carrière de Kevin Bacon, mais là, en l'occurrence, et surtout si on le compare aux trois autres, très sincèrement, puis même de manière générale, le jeu d'acteur. Même le fils le plus jeune, j'aime bien son arc. Le fait qu'il se sente mal parce que c'est le cadet et il y a toujours une concurrence avec son frère aîné et tout ça, et que du coup, et que lui il a moins de capacité, voilà. Et j'ai bien aimé cet arc narratif. Il est pas forcément très développé, mais il est présent quand même. Et, Tu vois qu'il y a un peu de subtilité dans ce film. Ah ouais, Attends. carrément, ouais. Du coup, on a une égalité parfaite entre Vigilante et Death Sentence. La gueule du monde. Il reste une catégorie bonus. Il va faire gagner son film. C'est pas possible. Je sais pas. Il reste une catégorie bonus. Ouais. Et la catégorie bonus, quelle est-elle ? On avait dit le justicier le plus radical. Le plus immoral. Vu que c'est des films de droite, d'extrême droite, Le plus on s'est dit, immoral. autant y aller. Et si tu veux un film de vengeance, il faut de l'immoralité et faut y aller à fond. Donc, lequel il va tu le veux plus faire gagner, à fond? tu veux faire gagner des sentences en fait. Ouais, Ah, forcément. je vais commencer parce que j'ai une idée là. Et après, elle va partir. Vas-y, dépêche-toi pour la saisir. Alors, non, ça sera. C'est comme tes érections à ton âge, quoi. C'est faux. T'es plus vieux que moi. De 2 mois. Pardon, vas-y. Bon, alors, non, je vais partir sur un justicier parce que il recherche pas du tout les commanditaires, enfin ceux qui ont fait Les coupables. les coupables de sa femme et de sa fille. Il va aller chercher la merde en fait, et il va aller chercher les voyous lambda. Et du coup pour moi c'est ça, il n'y a pas de vengeance personnelle, c'est juste il se fait un kiff. Donc ça sera un justicier. Ben, moi je te rejoins complètement parce qu'en plus il prend un plaisir, Oui. un tel plaisir Au début non, à mais tuer. au fur et à mesure. à aller chercher n'importe qui tant que c'est un minimum un loupard. Et alors par rapport à ce que tu nous as dit sur les suites, c'est encore Oui, pire c'est le ça. truc quoi. Ça part vraiment en live complet et donc La sulfateuse quoi. Ah, je me dis, le côté moral te dirait, bon, tu veux, avant de partir, tu veux venger la mort ou l'agression de tes proches. Tu vas t'en prendre à ceux qui s'en sont pris à tes proches. Lui, non. Lui, à aucun moment, il essaye de chercher qui est responsable. C'est-à-dire qu'il va buter tout ce qui ressemble à un loupard. Et alors, s'il est de couleur noire, c'est encore mieux pour lui, j'ai l'impression. Donc, et ça s'arrange pas, a priori, sur les suites. Donc, clairement, moi aussi, c'est des Switch. Ouais. Pareil, évidemment, c'est le plus immoral de tous. Parce qu'en plus, il fait des émules derrière. Il y a des gens qui se font justice eux-mêmes en voyant ses exploits à la télé. Ouais. Oui, puis il est fier il y a les journaux et du coup Et puis il dit, on il l'a achète dit, tous ses journaux, on l'a ouais. dit, c'est littéralement du tapinage. Il y a une scène où il est dans un bar, il montre qu'il a de l'oseille pour, oui, c'est pour ça. payer la note. Ça va forcément attirer le chaland, ça. Et ben, Hein, les gars, hein il se fait 2 gars dans le métro. Donc ouais, c'est un peu particulier comme méthode, surtout que voilà, je sais même pas ce qu'il doit ressentir au fond de lui, s'il a vraiment l'impression de venger qui que ce soit. Puis même, on en revient à la scène de fin où il regarde la caméra en faisant le signe du pistolet avec son doigt. Non. Ou vraiment, où là, Ce qui veut dire à la avec fin, le c'est petit clin faites d'œil. gaffe, il y en a encore 4 autres qui arrivent. Ouais. Attention, la canon est là. Les canons arrivent, ouais. Et toi, le Jazz, canon. Et Quel est le plus immoral Death Witch, Charles Bronson, en effet, le tapinage, le fait que à la fin il soit super content et qu'il devienne vraiment le justicier dans la ville. Ouais, c'est totalement immoral. mais je vous conseille vraiment les suites, hein, parce que Mais ça donne envie. dans le 2, il a un bonnet, hein, quand même. Hein. Voilà, c'est- Ah oui, c'est vrai, c'est bien vendu, ça. Ouais. Il a un bonnet, les gars. C'est bon. Mais effectivement, et puis de toute façon, c'est un peu le représentant du genre. Donc C'est ça. c'est logique, quelque part, qu'il ait ce point. Ce qui nous laisse toujours avec une égalité parfaite entre Vigilant, Death Sentence qui ont chacun 2 points et Death Wish qui est hors course puisqu'il a 1 point. Donc tu ne peux pas voter Death Wish, je te le rappelle, puisqu'à Non, chaque non, fois c'est tu ça. votes pour celui qui est éliminé. Non, là, On a une égalité parfaite. lorsqu'on a une égalité comme ça, on dit quel film on verrait le plus facilement. Tout à fait. C'est ça. C'est ça. Et donc, je suis obligé de reconnaître. Mais moi, là, c'est seulement dans un contexte. Ensemble, les gars, on regarde Death Sentence ensemble. Il vote
Il vote sur le film qu'il voulait Mais pas. on rigole du film d'Aurel, tu vois. Non? Ah non. Donc The Sentence, toi. Bah tout de oui. suite. Non, parce que dans l'autre, il y a, non, parce que, évidemment, sinon j'aurais des Switch tous les jours, mais dans l'autre, il y a quand même le meurtre d'un enfant qui me met pas en mood de, enfin, c'est pas un film popcorn, hein, Vigilante. Alors que l'autre, un peu plus, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Et Ah non, mais à la lumière de raison, ce qu'on a t'as vu raison. aujourd'hui, c'est ça. Ouais. T'as raison. Même si je trouve que j'en garde un moins bon souvenir qu'à l'époque. Entre potes, pourquoi plus. Ouais, c'est vrai que l'autre. En mode rigolade, hein, bien sûr. Jazz. On va pas prendre des notes Bah, devant. pareil, pour rigoler, ouais. Dead Sentence, ouais. Ça me fait mal de le dire, mais ouais. Attends. Retournement de Ok, situation. le film gagne, mais sur quand même le truc, genre on va se foutre de la gueule du film. Hein. Ouais, c'est Pas ça. non plus s'encocher la médaille. C'est pas la Ligue des Champions là. Ouais. Oh le vol. Ah, et Vigilante est trop bien, mais ouais, des sentences quoi. Moi aussi, le point direct, il y a pas de. C'est pas ce qu'on a dit toute l'émission, mais c'est comme ça. C'est bon, ça. c'est nos catégories qui C'est font. bon. Et comment je vais les classer haut en fin d'année? Ce sera bien le seul. Je peux dire qu'il va être devant Clapiche, hein, mais de loin. On va faire un forcing pour que ce soit l'inverse. Les gars, l'épisode s'achève sur la victoire surprenante du coup de Death Sentence. Quel retournement. Ah ouais, là c'est, j'avoue que là c'est le comeback de dernière minute quoi. C'est égalisation dans les dernières secondes, prolongation, tir au but, tir au nord. C'est le petit poussé, c'est le petit poussé en fait, le petit poussé de la Coupe de France qui gagne là. Enfin, c'est comme c'est si Dunkerque. Dunkerque qui avait gagné. Exactement. C'est ça. Les gars, je vous propose du coup de passer Bah, du maintenant. coup, le film le plus vengeur. ouais, Oui, t'as envie de passer. Il y a envie Ça de m'arrache passer- la Allez, gueule, ouais. C'est quoi, du coup? Donc le Il y en a film marre, le plus vengeur est donc Death Sentence de James Wan avec le majestueux Kevin Bacon. Ça, c'est bon. L'un de mes films préférés d'Aurel, Tout en on l'a retenue. compris toute la soirée. Voilà. Les gars, je vous propose maintenant de passer au reco. On passe à autre chose directement. Allez. Et c'est les recos et Jazz. Je te donne la parole. Tu es l'invité. Donc, est-ce que tu as des recos culturels à nous faire? Je sais pas, cinéma, bouquin, série. Que tu as vu Ouais, récemment. alors que j'ai vu récemment, Ouh. pas grand chose en termes de cinéma, à part si vous avez encore l'occasion d'aller voir Mikey 17, foncez-y parce que c'est vachement bien. Le film est un peu boudé, d'ailleurs il est sorti pratiquement directement en VOD. Je crois qu'il est resté 2 semaines aux États-Unis et il est sorti en VOD. Par contre, j'ai une reco par rapport au thème de la vengeance. Alors là, si Seb écoute le podcast, il va péter un câble. Mais je vous conseille. Alors attention, hein, c'est une série B. C'est un film de Don Oregon Wilson, voilà. Ouais. Mais je vous conseille Justice de sang, voilà, qui est un Payment Entertainment qui est vraiment sympa et pareil, c'est un gars qui a tout perdu. Sa femme est décédée, son fils aussi, et donc il décide de se venger. Et c'est le meilleur film de la carrière de Don Oregon Wilson, mais ouais, c'est vraiment pas mal. Voilà. Enfin, c'est bon ça. Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais t'es un spécialiste. Moi, depuis que j'écoute iKick, je vais dans les caches et j'achète tous les films avec Lorraine Avedon, avec comment il s'appelle, ça me revient plus. Billy Blanks ou Jalal Merhi. Jalal Merhi, exactement. Billy Blanks aussi, j'en ai. Billy j'en ai Blanc, j'ai trouvé. pas mal de DVD. Et effectivement. Psychotronic Cop, un truc comme ça. Ah bah oui. Un truc assez incroyable. Et effectivement, Don the Psychotronic. Dragon Wilson. Et donc, tu peux redonner le titre du film que tu conseilles? Ouais, Justice de sang. Justice de sang. Rien que le titre, ça me donne envie. Ça, c'est le genre de film qui passait sur Hollywood Night. C'est Hollywood Night. Ouais, c'est bah ça, ouais. ouais. C'est un film Hollywood Night, ouais. Voilà. Donc, Ok, forcément, on va se régaler. Moi, j'ai une reco que j'avais déjà faite, mais le thème impose. Et en plus, on a un peu de vidéo. Donc, je recommande le film Vigilante de Yal Sadat, qui est absolument génial. Du coup, pour le podcast, j'ai relu quelques passages et ça m'a donné envie de retomber dedans. Je vous parlais de Bernard Gotz, le justicier du métro de 1984. En fait, le bouquin met en parallèle l'histoire de l'Amérique, le cinéma de Vigilante et cette affaire, donc où on suit. On a des pages qui sont du coup en rose dans le bouquin où on va suivre l'affaire au fil du temps, de son jugement, etc. et de son impact médiatique.
tout en nous parlant du vigilantisme au cinéma. Et donc on parle de Vigilante, on parle de Death Sentence, on parle de Justicier dans la ville, mais peut-être l'œuvre séminale du bouquin, c'est Joe, c'est aussi l'Amérique, que j'avais hésité à mettre aussi dans le film. Enfin voilà, ça parle de énormément de choses et c'est fait avec tellement de sérieux et tellement d'intelligence. Franchement, ce bouquin-là, donc les éditions, c'est Façonnage. Je sais pas s'il est encore dispo, mais en tout cas, c'est un pur chef-d'œuvre. Donc, si le thème vous a plu ce soir et que vous avez envie d'en savoir un peu plus, foncez sur ce bouquin, vraiment, donc Vigilante de Yal Sadat. Et deuxième recours, rien à voir, le spectacle de Benjamin Tranier. Félicitations et tout. Je l'ai vu donc au Sébastopol de Lille. Passé un super moment. Moi, les humoristes de personnages, c'est de plus en plus rare. Et le dernier faire ça avec ses moons. Non mais vraiment. Commandeur, un peu commandeur. Non, c'est vrai. Et donc là, si vous suivez un petit peu Tranier sur France Inter, vous allez retrouver certains personnages parmi les meilleurs en plus. Donc pour ceux qui connaissent, on commence par Romain de Montaga, le maire de Mourou, et ça régale. Donc vraiment, j'ai passé un super moment. En plus, il a filmé le spectacle. Donc le spectacle qui sera disponible sur Canal à un moment donné a été filmé au Sébasto de Lille. Comme souvent, les humoristes aiment passer chez nous à Lille. Donc ça fait plaisir. Et là c'était un vrai régal. J'avais vu son premier spectacle sur Canal. Toi, tu l'avais vu justement. J'ai vu les deux sur scène. Ouais. Sur chaque scène. fois, j'ai kiffé aussi. Et vraiment là, j'ai passé un super moment. Donc s'il passe près de chez vous, foncez-y. Ok. Moi, très bref, c'est aussi un spectacle que j'ai vu aussi à Lille. Du coup, c'est l'humoriste Alexis Le Rossignol. Alors là, c'est plus du stand-up où on a l'impression qu'il laisse aller le cours de sa pensée simplement. Donc c'est assez naturel. Il y a pas mal de happening en début de spectacle, il y a une grosse interaction avec le public. Puis ensuite, il part vraiment sur son truc. Ça parle du sens de la vie, alors avec un grand sens de l'observation. Et je trouve ça hyper vivant. C'est pas du stand-up à l'américaine, quoi. On n'est pas un mec debout avec un micro qui raconte des anecdotes. Il y a vraiment un fil conducteur. Et c'était hyper agréable. Pour ceux qui le suivent également, il est sur France Inter et très actif sur les réseaux sociaux, où il parle notamment de sa passion pour ses dimanches à la déchetterie. Et je me suis reconnu un peu là-dedans. Donc voilà, c'est un humoriste que j'ai découvert par première sur scène. Je savais pas quoi en attendre et j'ai été agréablement surpris. Très bien. Et moi, ça sera un jeu vidéo. Ça fait longtemps. Pour changer. Non, ça fait longtemps. Assassin's Creed Shadows qui est sorti là il y a 2 semaines. Dernier épisode en date de la série qui nous emmène au Japon et on incarne 2 héros, une ninja shinobi et un samouraï portugais. Un samouraï. Ouais, un samouraï. Ah, on est accompagné de Jal, pardon. Merde. Désolé à toute la communauté. Opération Portugal 2. On pourrait le traiter dans l'émission si tu veux. Tu nous feras des grandes imitations. C'est bien ça. Jeu qui se passe à l'époque féodale, au début de la réunification des différents clans au Japon. Ça fait du bien d'avoir un Assassin's Creed comme ça, qui est un peu plus resserré, moins long, magnifique. Visuellement, c'est incroyable. Le gameplay, petits oignons. Enfin, franchement, ils ont réussi à améliorer ce qui fait Assassin's Creed. Malgré il y a eu plein de polémiques à la con parce que Musk a priori a pas aimé. Oui, mais bon, voilà. Ce que j'ai vu. Mais non, c'est un bon Assassin's Creed et ça fait du bien de revoir la franchise qui évolue tout doucement, mais non, pas forcément, mais ils sortent un bon épisode. Beaucoup moins long que Valhalla, qui lui était vraiment immense, où il représentait toute l'Angleterre. Là, c'est une partie du centre du Japon, de Osaka et les environs. Donc Kyoto, voilà. Donc non, Assassin's Creed Shadows, j'ai pas encore terminé, mais je m'amuse bien à tuer des méchants yokai. Voilà. Toi aussi, j'ai les termes maintenant. Waouh, c'est beau. Depuis le film des animés, là, ça y est. Oui, c'est vrai, on a parlé de... Je suis un bandeur du Japon maintenant.
On a converti, c'est bien. Bon. Les gars, Les mecs vont en finir. Laissez-moi tranquille, la votre Il est idée merde a gagné. dégoûté. Je vais aller me je suis coucher. dégoûté. Non, mais l'épisode s'achève. Encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Jazz, Merci, d'être Jazz. venu. Ah bah, merci De à ton- vous. De ton C'était trop expertise cool. surtout sur Charles Bronson, parce que nous on était à poil. Et tu es le seul du coup que je connaisse dans ma vie qui a vu les 5 films de la saga. On va essayer de te suivre, on va essayer de t'imiter et puis rattraper notre retard. Parce que ça m'a donné envie. Hein. Les histoires avec bon, Avec ça, ces 8 femmes. ça part en couille, ouais, de pire en pire. À chaque fois qu'ils fondent une famille, c'est la cata. Donc c'est assez marrant. Ouais, mais merci beaucoup en tout cas pour. Ouais. Merci d'avoir Ah répondu bah, à merci à l'invitation. vous, c'était trop cool. Tu reviens quand tu veux et puis à très Ah bah, vite. carrément. Ouais. Et on Ah se bah retrouve, ouais, nous, dans... ça marche. On se retrouve dans, Dans 3-4 semaines, dans deux semaines ou 3. on sait Max. pas trop. Et parce que je pense à la dernière fois, on n'a pas dit de quoi on allait Bah oui, parler. c'est ça, Là, c'est pour on ça, sait de là. quoi on va parler. On va parler. Faut m'aider. On va parler des week-ends qui tournent mal. Les week-ends qui partent en vrille. Voilà, Ah ouais, c'était parce le- que ça va être c'était la période des ponts, on s'est dit. Et ça, c'est ton idée et franchement, bravo. Donc, On s'est dit. avis aux auditeurs. Donc, on est toujours dispo évidemment sur les réseaux, Insta, pas Twitter, Blue Sky, Facebook. Conversez avec nous. TikTok alors TikTok, j'arrête. J'y comprenais rien. Voilà. Ok, Donc, boomer. donnez-nous du coup les films auxquels vous pensez. Donc sur le thème des week-ends qui partent en vrille. Il y a de quoi faire. De base, sachez qu'il n'y aura pas Week-end at Bernie's. Ça, je veux mettre les choses au clair. On n'est pas sur cette thématique-là. Il y aura pas Very Bad Trip dans ce délire là. On est plus sur du vraiment premier degré. Quoi. Genre, ça tourne vraiment mal. ça vire au drame, vraiment. Le week-end qui part au drame. Voilà. Il y a de quoi faire. Il y a vraiment du contenu, donc envoyez-nous On va se régaler. vos idées. En tout cas, du coup, à dans 2-3 semaines, on sait pas, avec du coup ce nouveau thème, 3 nouveaux films et les 3 mêmes mecs pour vous en parler. Ciao! Ciao. Ciao.